Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur et un honneur de vous accompagner sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. 1h52. C'est le temps que nous avons à passer ensemble pour échanger autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, bien entendu, de notre situation en parlant d'électricité au Cameroun. On va questionner la construction de tous ces barrages dans l'ensemble du triangle national à des coûts faramineux. Pour quel résultat finalement si le Camerounais lambda ne peut pas avoir l'électricité à profusion? On va en parler ce soir. On parlera également de la Sonara qui a un nouveau directeur général, un nouveau top management. Mais pour quel intérêt finalement est-ce qu'on peut ressusciter cette Sonara qui n'a rien apporté de plus au Cameroun depuis belle lurette? Est-ce que finalement la reconstruction de la Sonara est la solution au problème de carburant au Cameroun? On va également en parler. Et bien entendu, en ouverture de cette émission, la question religieuse nous interpelle. Le PC est au bord peut-être de l'implosion au regard des dernières actualités après Iseka, où ils ont été radicalement chassés par le sous-préfet. Désormais, c'est à Yaoundé que l'AG est annoncée. Est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Qu'est-ce qui se passe véritablement au sein de l'église presbytérienne du Cameroun? On va en parler ce soir. Merci de vous installer confortablement le temps d'un détour. On va dire bonsoir au panel qui nous accompagne. Vous le connaissez, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à le réitérer. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez la possibilité de vous connecter à nous et bien sûr de partager votre point de vue avec les téléspectateurs de cette émission, Le Grand Soir. Vous pouvez également, pour les amoureux des tabloïds, pianoter simplement sur notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Même de ce côté-là, on ira prendre connaissance de toutes vos réactions. Bien sûr, on les rendra solennelles du mieux que nous pourrons. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir. C'est la première fois sur mon plateau avec moi, ici à Info TV, mais pas la première fois à Info TV. François... C'est évident, je vais d'abord vous traduire tout. Déjà, je vous dis d'abord bonsoir. Bonsoir. J'ai dit aux téléspectateurs que vous vous appelez François Bikoro et que vous êtes activateur politique et que c'est un bonheur de vous recevoir et je vous souhaite une bonne année 2024. C'est surtout un bonheur pour moi, j'allais dire un énorme défi, que de participer à cette émission dont le rôle est de formater la masse critique populaire et politique de notre pays depuis quelques années. Oui. Je voudrais aussi demander pardon à votre gentillesse, parce qu'il est évident que vous m'avez déjà invité plusieurs fois. Oui. Mon agenda de paysan et d'élu du peuple ne m'a pas toujours permis d'être présent à cette émission. Oui. J'y suis aujourd'hui, mea culpa, mea maxima. J'accepte tout avec plaisir. À travers ce qui va sortir de mes tripes, je vais encore m'excuser davantage. Je l'espère. Ah, ben là, je les laisse juge. Vous avez l'habitude de suivre l'émission depuis votre domicile. Vous savez qu'ils peuvent être violents, mes téléspectateurs, mais aussi très gentils. Donc, c'est en fonction et on prend comme ça vient. Soyez le bienvenu dans la grande famille. Un ancien leader estudiantin des années 90. Là, donc vous savez ce que c'est. De quoi il s'agit. Merci d'être là. On va également accueillir sur ce plateau, c'est également la première en 2024, Willy Mungue pour moi sur ce plateau du Grand Soir. Il sera la voix du mouvement pour la renaissance du Cameroun dont il est l'un des cadres. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Merci. C'est très élégant. Merci Madame Kessele Rosalie. Bonsoir à vous. Bonsoir surtout aux co-discutants ici présents dans le cadre de ce débat que j'espère républicain pour essayer d'apporter des éclairages sur la thématique si riche que vous avez bien voulu formuler cet après-midi. J'espère être à la hauteur des préoccupations qui seraient les vôtres. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Willy Mungue. On va également dire bonsoir à notre patriarche ce soir, même si j'ai l'habitude de le dire dans cette émission, il n'y a pas d'âge. Hein. Tout le monde a le droit de s'exprimer sans tenir compte de ce paramètre, sinon après je pipe le débat. Et je n'ai pas envie de piper le débat. Lorsqu'on enfile ses gants pour monter sur le Grand Soir, c'est qu'on est prêt. Merci Simon Bila. On le rappelle, vous êtes un ancien ministre au Cameroun. Vous êtes un militant cadre de l'Union des populations du Cameroun. Et vous êtes un ancien d'église parlant de l'EPC. Donc, je suis très bien loti avec vous ce soir. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Rosalie. Je suis toujours très content d'être avec le groupe analyste. Et surtout, je salue tous ceux qui nous regardent, qui nous reçoivent chez eux. Je pense que nos débats ont porté quand même quelques fruits. Ah bon? Dis-moi tout. Oui, quelques fruits parce que nous avons
la preuve qu'on nous écoute, quand nous avons décrié que Kabila fils, etc., Ouais. on a eu des réactions qui prouvent que moi je soutiens mon père. Bon, bref, donc je pense que... On ne vient pas quand même s'amuser tous les soirs à 17h. Non, les sujets que vous avez soulevés sont extrêmement importants pour le Cameroun, pour notre foi, et je crois qu'on va trouver des solutions. Je l'espère. Je ne suis pas inquiet. Ah d'accord, ça me rassure, parce qu'on ne souhaiterait pas avoir encore d'autres tensions dans ce pays, surtout depuis que l'Église catholique, donc on va d'abord penser à le ECC, qui avait d'abord eu des problèmes, après EEC a eu des problèmes, il ne faudrait pas l'EPC, que le PC en boîte. L'EPC également a eu des problèmes, mais après, il y a eu la naissance de EPECO. Oui, ben, EPECO qu'on ne sent pas beaucoup non plus. Oui, mais non, ils sont là, côte à côte, surtout dans le sud. EPECO et EPA. Non, EPC. Oui. EPCO. Oui. Voilà. Donc EPECO. Il y a même EPCR. Bon, vous allez tout nous dire tout à l'heure. Parce que là, on ne voudrait pas que ça s'achève très mal là, de ce côté-là aussi. Allez, on va accueillir le quatrième invité non de monde. Il est secrétaire général du CAC, citoyen actif du Cameroun. Monsieur Henri Oscar Menguede est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV, bonsoir aux citoyens actifs du Cameroun. Voilà, le décor est planté, les 4 panélistes bien installés. On va donc démarrer avec notre premier sujet de ce soir. Là, je vais me retourner de ce côté, c'est automatique, pour que le décor soit planté. Et là, je démarre avec vous, Monsieur Biko. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'EPC au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, vous avez annoncé du côté des ECA pour une AG qui a tourné kazakh. Finalement, l'autorité territoriale vous a expulsé de son environnement. Et puis là, on nous annonce une autre assise à Yaoundé qui est déjà contestée avant la date. Qu'est-ce qui se passe? Non, en réalité... Brièvement. Brièvement, bien Voilà. sûr. Je voudrais d'abord situer le fait que l'église presbytérienne du Cameroun est une église africaine. Qui est née de la volonté des Africains de pouvoir gérer leur subconscient collectif, dont le lien est Jésus-Christ et Dieu. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était les colons qui nous avaient donné l'illusion qu'ils apportaient cette lumière qui est pourtant partagée par tout le monde. Donc, elle a son organisation qui est pratiquement calquée sur, j'allais dire, le lieu de libération de l'Afrique. Ce sont des églises qui parlent pour la libération de l'Africain, qui parlent pour la libération tout court. Elle a son organisation qui est une organisation extrêmement démocratique, à savoir qu'elle est beaucoup plus communautariste, mais il y a un condominium qui permet à ce que toutes les communautés puissent se retrouver là-dessus. C'est ainsi qu'après quelques crises qui ont eu lieu, la sérénité est revenue dans le grand. Et chaque année, il y a une assemblée générale pour faire le point sur ce qui a été fait, sur la capacité d'avoir amené les brebis sur le droit chemin, sur la capacité de faire passer le message qui est celui de l'amour et de la réconciliation et de l'amitié. Donc la dernière en date a eu lieu donc. Et peut-être sur le développement aussi de l'église, des infrastructures et tout. Tout à fait. L'église a beaucoup d'infrastructures. Tout comme toutes les Elle a églises, hein, beaucoup même l'église investi. catholique, on construit Voilà, tout le temps, on tout fait à des fait. petites choses, Elle des est partie écoles. prenante de notre environnement social, politique, culturel. Donc tout ce qui peut lui arriver est semblable à ce qui arrive au Cameroun actuellement. Donc ce n'est pas un fait isolé. Qu'est-ce qui se Ils passe se là? sont donc réunis, ils ont fait une assemblée générale et ne se sont pas entendus sur un certain nombre de points. Lesquels? J'allais dire la dévolution d'un certain nombre de choses. Non, si vous ne nous dites pas quelle chose, on ne peut pas Je suis en discuter. train de vous le dire. Voilà, À dites-le-nous. savoir qu'il y a des infrastructures, il y a des investissements qui ont été faits. Il y a des gens qui, au cours d'un mandat, devaient les gérer. Et il était donc question que ces gens puissent rendre compte afin qu'on puisse corriger un certain nombre de choses. Comme c'est des êtres humains, des éclats de voix peuvent naître parce que les gens n'expliquent pas bien, parce que d'autres pensent que c'est leur tour qui est arrivé. Dans ce condominium, l'État du Cameroun, à travers les pouvoirs publics, se sont souvenus que ce genre de choses ont déjà eu lieu ailleurs, dans d'autres congrégations qui ne sont pas très éloignées des églises africaines. Et ils ont donc estimé qu'il fallait suspendre les travaux pour voir si les différentes tendances peuvent s'entendre sur l'essentiel. Et c'est sur cette base qu'on est parti de cette Assemblée générale. Pendant qu'on y était donc, je ne sais pas si c'est une faction, mais on a appris par les voies des médias que l'Assemblée générale devait reprendre, cette fois-ci à Yaoundé. Et les gens ont donc estimé que certainement que ceux qui sont en face ne veulent pas qu'on arrive à une solution concertée.
ont donc repris le chemin de l'autorité publique, qui a fait une note pour annuler. sur le gouvernement, pas pour annuler, pour instruire les pouvoirs publics, c'est-à-dire le préfet, le sous-préfet, que cette assemblée générale qui veut avoir lieu ne peut pas avoir lieu parce que la première n'a pas pu avoir lieu parce qu'ils ne sont pas entendus. Et qu'il est de bon temps que les deux tendances se retrouvent et rassurent l'autorité publique que celle qui va avoir lieu à l'assentiment de chacun d'entre nous. D'accord. C'est dans ce sens que l'Assemblée générale qui a été convoquée ici ne peut pas avoir lieu parce que l'autorité a repris son chemin de bataille pour leur demander de jouer à la sérénité, de jouer à un travail de groupe, un travail de concertation et surtout à ce que l'environnement dans lequel on se trouve aujourd'hui, ce n'est pas à vous que je veux décrire l'environnement sociopolitique de notre pays, que ce ne soit pas l'étincelle qui va embraser notre pays. D'accord. Simon Bila, si je comprends bien, j'essaie de résumer, puis vous ajuster où vous êtes d'accord. Il y a des gens qui ont géré l'argent de l'Église pendant un an, parce qu'apparemment c'est chaque année, et ils n'ont pas bien rendu compte, ou ils ne veulent pas rendre compte, ou ils ne sont pas clairs dans leur compte. Et du coup, il y en a d'autres qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord et qui veulent voir clair avant que toute autre chose soit effectuée. Du coup, ça crée deux clans. Ceux qui comprennent entre les lignes, ceux qui ont géré, et ceux qui ne comprennent pas et qui veulent plus d'éclaircies. Du coup, c'est deux groupes qui se regardent face à face. J'ai bien compris le problème aujourd'hui? Écoutez, pour moi, je pense que l'EPC n'a pas de problème. D'accord. Nous n'avons absolument pas de problème. C'est l'État qui risque de tout gâcher. Le problème, dans une église, chaque année, l'Assemblée générale va résoudre tous les problèmes internes. Il faut seulement les laisser travailler. À Makar, c'est chez moi. On a bien commencé. Toutes les autorisations étaient là. Le préfet était là. Tous les problèmes qu'il a soulevés n'ont même pas été soulevés. Il n'y a même pas eu aucun débat. On a élu le modérateur. On devait tout simplement continuer. Le secrétaire général a eu des problèmes, a été suspendu, mais le secrétaire général a repris ses fonctions à l'Assemblée générale de Makak. Donc le problème, il n'y avait pas un problème où l'État devait... Donc il n'y a pas de souci avec le secrétaire général, il est en poste, c'est pas un problème. Théoriquement, il est en poste. D'accord, pourquoi théoriquement? Non, parce qu'il a eu une suspension, et à Makak, on n'a pas tenu compte de cette suspension. Il a joué son rôle de secrétaire. Son affaire devait être, je dis pas on devait voir ça dans le programme qui devait suivre. Alors, Rosalie, il faut revoir les choses telles qu'elles sont. Si nous nous référons dans la Bible, je reviens autour de Jésus. Il y avait un caissier, il y avait le problème d'argent. Et Jésus lui-même, il a été vendu. Par Judas. Par Judas. Le problème d'argent au Cameroun, que je maîtrise bien, c'est un problème qui risquait d'imploser même le Cameroun. Et les églises, ce sont des hommes qui peuvent également poser des actes que les uns et les autres ne comprennent pas. Mais tout tourne autour de l'argent. Moi, je suis ancien de l'église depuis 42 ans. Donc, je suis né dans l'église, mon père était évangéliste. Quand les pasteurs veulent jouer le rôle de pasteur, il n'y a pas de problème. Ils ont une formation extraordinaire. Quand vous les entendez parler, vous croyez que ce sont des saints. Mais s'il y a les saints quelque part, normalement, Satan n'est pas loin. C'est évident. Mais le Satan, de la lumière. Le Satan en question, c'est le problème d'argent. J'ai dit ici officiellement, le vrai problème qu'il y a dans nos milieux, c'est que les pasteurs des villes sont bien nantis. Voiture, cravate. Sont confortables. Oui. Les pasteurs, disons de brousse, sont en brousse. C'est une catastrophe. Ils n'ont rien. Ils
Ils n'ont presque pas de salaire. Ils vivent de mendicité. Moi, je vous dis que c'est là le vrai problème. Le dispatching des revenus de l'Église. Les pasteurs en brousse, hors de Douala et de Yaoundé, ce sont les vrais pasteurs qui ne vivent pas pour avoir l'argent. Le problème est né quand le secrétaire général Ambadjan est un intellectuel. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme acte? Comme tout le monde le sait, je ne suis pas en train de dire ce qu'on ne sait pas. Oui. Il a vendu les terrains de l'EPC à la banque qui est à côté de Djongolo, non, de Marie Goker, la grosse banque là. Oui. C'est le terrain de l'EPC. Il a vendu ce terrain, il a pris même les documents de l'EPC, il est parti avec combien de millions, personne ne peut dire. Ça part de là. Et le vrai problème qui me fait mal, moi, c'est que les pasteurs qui sont de vrais pasteurs en brousse ne peuvent pas survivre. Ils n'ont rien n'est fait pour qu'ils puissent aussi vivre. Alors les rumeurs de gestion, fondées ou non, ont fait croire aux gens que c'est une catastrophe. Il n'y a rien de catastrophique. Quand je vous dis que Ambadjan avait vendu, et l'EPC a continué comme si rien n'était. Donc des petits problèmes internes. Parce que les uns ont pris la décision pour la bonne gestion de l'Église si vous posez un acte. On vous met à l'écart. L'EPC a ceci de très intéressant. Personne ne gagne dedans. Tous les pasteurs ont le même niveau, sont respectés comme pasteurs. Mais les plus grands, le problème qui mine la société à l'intérieur de notre église, c'est les pasteurs qui n'ont rien comme moyen de survie. Ouais. Quand on a des rumeurs, qu'on a encore vendu un morceau de terrain, alors tout le monde s'emballe. Ouais. Et nous, on souffre pendant que d'autres vendent des terrains, vivent bien, et tout le reste, ça va dans tous les sens. Et ça, ce sont les vérités, si vous vérifiez, ce sont les vérités réelles. Ouais. Et ces derniers temps, il y a toujours des rumeurs de vente de terrain, on a vendu. Quand vous allez Marie Goker, le meuble on vient de vendre. Tout à fait. Et il y a des gens qui se posent la question, mais les biens de l'église, vous ne pouvez pas les brader comme ça. Voyez, chacun commence à vouloir défendre ses intérêts. Ah, d'accord. Donc, vous souhaitez que ce problème soit résolu à l'intérieur de l'Église par les membres de cette congrégation et que l'État ne s'en mêle pas. Oui. C'est ce que vous souhaitez aujourd'hui. L'État a ce problème, hein. Oui. Et personne ne doit s'y mêler. Oui. Et les églises doivent aussi fonctionner en dehors de la mainmise de l'État. C'est pourquoi, le plus souvent, ceux qui se sentent menacés utilisent les relations à l'intérieur de l'État pour qu'on bloque un peu ce qui risquerait de lui porter préjudice. C'est comme ça que cette manigance se trouve. Si jamais, le 15 prochain, l'Assemblée générale siège ici à Yaoundé, je vous dis, en 2-3 jours, tout redeviendra normal. C'est l'Église de Dieu. Ceux qui croient en Dieu savent que cette église, personne ne peut détruire cette église. Donc tout ce que vous entendez, moi je sais que Satan est très malin. Et je connais Satan. Hein. Satan... Vous posez souvent ensemble? Non, bien sûr. Avec Satan? Non, je le connais. Ses méthodes, c'est l'argent. Pour vous manipuler. La grandeur, pour occuper des postes importants. Il joue sur ça. Et d'autres petits problèmes qu'on ne soulève pas en public, bien entendu. Tout le monde sait. Il y a des ressemblances des enfants partout, d'ailleurs, vous le connaissez. Donc je dis, le problème qui est là, pour moi, la Bible est claire. Quand le bon Dieu recevait ses enfants, Satan était présent. Et le bon Dieu a causé avec Satan. Satan lui a dit que moi, je monte, je descends. Et tu as vu mon ami Job? Et Satan a secoué Job.
pour le détruire. Mais la foi prouve que, à travers tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, si nous avons la foi, on peut s'en nous sortir. sommes invincibles. D'accord. Vous faites donc partie de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, il faut d'abord sauver l'Église au-delà des problèmes pécuniers qui secouent cette Il Église faut laisser l'Assemblée générale faire son travail. et se tromper. Non, faire d'abord son C'est ce travail. que j'ai dit, et peut-être se tromper et puis juger que le bout n'a pas été ce que tout le monde espérait avant de s'en mêler. Il ne faut même pas réagir avant que vous n'ayez réfléchi à comment résoudre votre problème en interne. Vous êtes nombreux à souhaiter simplement que l'Église soit sauvée. Hein. J'ai également appris que le patriarche Martin Bangangele, qui est également une éminence active de cette Église, souhaite également voir cette L'Église est sauvée, oui, Pierre Semengue également. c'est l'Église de D'accord. Dieu. Les hommes sont là. Ce sont les hommes, les autres ont des cornes. D'accord. Bon, maintenant, comme c'est dans les hommes qui fonctionnent, on est obligé d'aller dans ce sens-là. Au-delà de la foi, au-delà de la crainte de Dieu, du souhait qui est le vôtre, qui est très noble, qui est également le souhait, comme il le disait, de Pierre Semengue, qui est le souhait de Bangangele, qui sont des patriarches et qui voudraient voir l'Église sauvée, qui est le souhait de tous les fidèles. Il se trouve un problème de fond qu'il faille résoudre, Monsieur Willy Mengue. Quand on les écoute, on comprend qu'une fois de plus, c'est le nerf de la guerre qui est au cœur de toutes ces polémiques. On a quand même un argent qui est géré. C'est l'argent des cotisations de beaucoup de personnes qui voudraient voir l'Église prospérer. Lorsqu'on a quand même une minorité qui sont également les enfants de Dieu, mais qui partent vendre le bien commun, on peut comprendre qui est. Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, non, il y a un problème. Il faudrait qu'on ait la force de dire à ceux-là que non, vous ne vous comportez pas comme des chrétiens. Il n'y a pas de problème. Et que là, vous êtes en train d'agir mal. Mais c'est le problème d'argent. Mais oui, c'est un problème, c'est de ça qu'on va parler. Qui n'est pas un problème de foi. C'est ça que tous nous sommes d'accord avec vous, c'est pas un problème de foi. Mais seulement, c'est ça qui peut détruire. Vous l'avez dit, que c'est ça qui peut exploser le pays. Donc, vous avez dit que là où il y a le mal, il s'est pendu. là où il y a le chrétien pieux, il y a le chrétien malin. Ouais. Il faut donc nettoyer les mauvaises graines. Hein? Non, Il faut nettoyer, il faut récupérer les mauvaises Dieu graines. qui va nettoyer. Pas Dieu, de raison. non, on est sur terre. Non, Dieu va nettoyer. On est sur terre. Je crois qu'avec cette logique-là, ce problème ne sera pas résolu. Si on doit dire que Dieu va venir résoudre nos problèmes ici, on te donne l'hypercute, tu restes tranquille, tu dis que Dieu va venir résoudre. Le gars aura fini de tout vendre avant que Dieu ne descende de venir le stopper. À cette allure-là, on peut résoudre leur problème. Je crois que ce ne sera pas la première crise que l'Église presbytérienne camerounaise traverse. Il y a eu des crises antérieures et le fonctionnement de la structure de l'Église presbytérienne camerounaise a permis, dans le cadre de la manœuvre de ces instances, de dissiper un certain nombre de problèmes et de revenir à l'équilibre. Parce que là, il est question, je voudrais convoquer ici la structure de l'Église presbytérienne camerounaise. Parce qu'en tant qu'association religieuse, elle est structurée. Elle est structurée, il y a des statuts. L'Église presbytérienne camerounaise a des statuts, il y a un règlement, il y a des instances qui fait quoi, qui a quelle manœuvre, qui a quelle durée, qui doit rendre compte à qui. Il y a tout cela. Vous avez donc, dans la constitution de l'Église presbytérienne camerounaise, j'ai pu obtenir la copie de cette constitution. La dernière revue, c'est janvier 2020. Il y a ce qu'on appelle le Conseil général de l'Assemblée générale. Le Conseil général de l'Assemblée générale qui a un certain nombre de missions, qui a une manœuvre entre deux sessions. Et quand vous lisez, c'est important, je vais le lire, sur le chapitre 26, disposition A, Conseil général de l'Assemblée générale, on vous dit ce que l'Assemblée générale fait. Article 140, alinéa 6. On vous dit que le Conseil général de l'Assemblée générale vérifie le travail du bureau de l'Assemblée générale et des départements en consultation avec le secrétaire général de l'Assemblée générale. Là est tout le problème de la crise actuelle. Parce qu'il y a un secrétaire général qui a une certaine manœuvre et qui, au cours des deux sessions, a posé un certain nombre de problèmes qui n'arrangent pas le Conseil général. On regarde des statuts. Parce que lorsqu'il est suspendu, le secrétaire général, il est suspendu le 12 août 2023 par le Conseil général.
titre provisoire. Parce que le Conseil général prend des mesures à titre des mesures conservatoires en attendant que l'Assemblée générale puisse avoir lieu. Parce que le Conseil général représente l'Assemblée générale pendant deux sessions. Ça veut donc dire que l'ensemble des actes que le secrétaire général a posés n'arrange pas les statuts. Un certain nombre de motifs a donc été constatés, vérifiés et posés par le Conseil général à l'encontre du secrétaire général. Il y a 3 motifs qui retiennent l'attention du Conseil général que je vais lire ici. J'ai vérifié tout cela auprès des personnes, ressources qui sont impliquées dans ce procès-là. Bien sûr. Il y a premièrement la filouterie foncière à laquelle l'ancien ministre a fait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire, au niveau du site de Djongolo, le Conseil général dit que le secrétaire général a vendu le cimetière de Djongolo, alors qu'il n'est pas autorisé à le faire à titre individuel. Oui. Il y a cela, il y a le problème le problème foncier au niveau de Marie Gauguer, où il a cédé un espace alloué à une tierce personne en apposant sa seule signature sur le contrat le contrat d'affaires de bail en question, ce qui n'est pas normal. Il y a un deuxième problème. Il y a eu l'église a besoin d'un immeuble siège. Un immeuble siège pour remplacer l'ancien que les colons ont laissé. Oui. Alors il y a un contrat. Il y a une entreprise adjudiciaire qui doit bénéficier, enfin qui doit n'est-ce pas, construire cet immeuble siège. Sauf que le secrétaire général refuse de signer le contrat à cette entreprise. Parce que quand on veut signer le contrat, il faut que la chose soit transparente. L'Assemblée générale doit apporter, doit n'est-ce pas, valider la signature de ce contrat. Or, il refuse de signer, ça devient un autre problème. Et c'est un contrat qui est fixé à hauteur de plus d'1 milliard de francs pour construire cet immeuble siège. Bon, c'est des problèmes. On va un peu dire entre les lignes. Il n'a pas eu sa part dans les 1 milliard, du coup, il ne veut pas signer. Par exemple, on peut le dire. Il a placé sans que les autres n'aient eu leur part. Par exemple. Donc, du coup... il y a même des gens qui disent qu'il a demandé 3 pick-up. Wow. Oui, l'affaire là est lourde. Il a demandé 3 pick-up, et ainsi de suite. C'est les détails de ceux qui étaient à Makak. Et les détails de ceux qui sont au cœur de cette situation. Donc, c'est la raison pour laquelle tout est bloqué. Tout est bloqué, tout est verrouillé. Bon, je suppose que l'AG vise à destituer ce LG. C'est pour cela que l'AG devait avoir lieu à Makak. Lorsque l'Assemblée générale qui devait avoir lieu à Makak est suspendue. Pourquoi? Parce que le secrétaire général a pesé de ses relations. Ah, d'accord. Dans le gouvernement, mais bien sûr, pour faire tout pour que l'Assemblée générale n'ait pas lieu, sachant que l'Assemblée générale va revenir sur les dossiers évoqués tout à l'heure et constatés par le Conseil général. Parce que là, automatiquement, ça il peut avoir des problèmes. Des gros problèmes. C'est pour cela que l'Assemblée générale, une fois qu'elle a voulu avoir lieu, elle a été suspendue. Parce qu'il fallait dénoncer tout cela devant l'instance compétente qui est l'Assemblée générale. Donc aujourd'hui, cette crise-là, il faut la comprendre. Je suis d'accord avec l'ancien ministre parce qu'il faut sauver l'Église. Moi, je suis de l'EPC. Je suis de Djangoto. 95% sont de l'EPC. Donc, nous devons d'abord sauver l'Église, l'EPC qui vient de traverser une crise. Il y a moins d'1 an et 2 ans. Une crise qui est d'ailleurs encore pendante. Et il faut donc sauver l'Église. Pour sauver l'Église, il faut extirper de l'Église, dans cette Église, les mauvais éléments, les hommes trop intéressés. Parce qu'il y a l'intérêt à ce niveau-là. Tu ne peux pas signer un contrat de bail, tu ne peux pas vendre le patrimoine de l'EPC en apposant ta seule signature en tant qu'individu. Vous comprenez? Il y a au moins 3 personnes qui doivent signer. Il y a le PCA, le président du conseil d'administration, qui appartient au conseil général. Il y a le trésorier général qui doit signer, en dehors du secrétaire général. Et lui, il a signé seul, constaté par le conseil général. Ça devient donc un problème. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une assemblée générale pour que ce point soit vu, analysé, pour que l'Église soit sauvée et que les mauvais hommes soient mis neutralisés et mis de côté malgré les lombras qu'ils ont. Parce que l'actuel SG mise sur les lombras. Il mise sur les lombras.
vous avez évoqué le DGSN tout à l'heure, là, qui est aussi une figure influente. Il n'est pas influent pour rien. Allez vous poser la question, quelle est la relation entre le DGSN et le secrétaire général? Donc, allez poser la question. Je ne sais pas, je sais que ce sont des acteurs influents, je le sais. On est super, personne n'est là. D'accord. Ils vont réagir, on le permet avant de permettre à Menguédé de dire un mot. Très bien. Oui. L'actuel secrétaire général, avant son arrivée, le terrain a été vendu. C'est ce que je voulais répéter. Ah d'accord. Donc ça a été vendu avant celui-ci. Oui, ça date depuis des années. l'actuel secrétaire général, avant son arrivée, ce terrain était déjà vendu. Tout était vendu. Je suis désolé. Vous parlez de Marie Bocler. Non, de l'autre côté. Parce que Marie Bocler, l'immeuble qui a. Voilà. Il y a aussi. Ce n'est pas l'actuel secrétaire général. Aussi à côté. Nous sommes en train de parler sur la base des rumeurs. C'est pas bien. Oui. Ce n'est pas le programme sur la table. Les rumeurs, il faut faire très attention. Dans le fait sur la table. Attendez que je vous dise quelque chose. Oui. Allez-y. Le secrétaire général actuel a trouvé des actes posés illicites et il remet en cause ces actes qui sont posés. Ok, c'est plutôt lui qui remet en cause. Vous avez une mauvaise information. Quel cas vous avez? Il y a deux cas dans cette histoire. D'accord. C'est ce que la population nous écoute. Faites attention. Il y a deux cas. Il y a la vérité. Ouais. Je vous dis, l'actuel secrétaire général a trouvé des actes posés, des terrains vendus. Il a commencé à remettre en cause ces actes. Ça déclenche la réaction de ceux qui ont bénéficié. Terminé. C'est le vrai problème. Il n'y a pas d'autre. C'est celui-là que j'ai également raconté. Non, ça n'est pas deux camps. Ça fait deux camps. Vous avez pas de quel camp? Non. Écoutez, il y a des camps. Moi, je ne suis pas dans un camp. Il ne faut pas dire ça de façon... Je sais que les choses de l'Église trouvent toujours leurs solutions à l'intérieur de l'Église. Voilà. Les rumeurs, chacun peut accuser comme il le veut. Oui. Mais je ne connais même pas l'actuel secrétaire général. Mais je sais qu'il a trouvé les actes posés et il a remis en cause ce qui a été. Donc, ce qui est arrivé à votre niveau en tant qu'ancien d'église, c'est qu'il remet en cause. Lui-même aussi, il a sa part d'État. Ces actes qu'il a posés, voilà, qui sont remis en cause par le Conseil. Maintenant, c'est plus clair. Et puis maintenant, on convoque l'Assemblée générale. Pour voir clair sur tout ça. L'Assemblée générale a bien démarré. Le secrétaire général qui est accusé n'est pas exclu. Il a été à l'Assemblée générale de Makar comme secrétaire général. Ils ont commencé le travail. Ils ont élu le modérateur. Surprise, le préfet vient dire, le préfet qui était là au commencement, il vient donner l'ordre de sortir. Vous avez 2 heures. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très important. Qui a écrit, qui a trompé le gouvernement? Parce qu'il y a mensonge. Il y a mensonge. Il y a manipulation. Vous souhaitez qu'il y ait cet âge et que vous soyez présent. Nous voulons tout le c'est que l'État ne doit pas se mêler dedans. Que l'Assemblée générale siège. Qu'on regarde leur ordre de jour, quels sont les problèmes qu'ils veulent résoudre. Et après, vous verrez que ce sont des petits problèmes internes, d'après moi, que vous pouvez résoudre. Oui, d'après moi. D'accord. Et j'ai bien dit ici qu'il y a qui ont des cornes. Je ne les connais pas tous. Peut-être que je suis un qui a des cornes. Mais il y a la logique qui est là. Il y a notre constitution de l'EPC. Vous n'avez qu'à plier. Vous êtes tous d'accord finalement. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Que l'Assemblée générale puisse avoir lieu. Ils sont tous d'accord dessus. Je voudrais qu'on s'entende très bien. Le lieu n'est pas bienvenu pour dire des choses dont on ne peut pas vérifier. C'est l'autorité publique, administrative, qui a suspendu l'Assemblée générale. Les principes de la Constitution de l'Église veulent que tout se tourne autour de l'Assemblée générale.
Parce que le drame de l'EPC et le drame de son pendant politique pour la libération de l'Afrique qu'on appelle EPC, il y a un tel niveau de démocratisation qu'il faut que vous pouvez prendre 1 an sur un virgule. C'est ça le problème de l'EPC. Le problème de l'Assemblée générale, l'ADNA, est essentiellement administratif. En ce sens que l'Assemblée générale qui a eu lieu avant, n'ayant pas abouti à des résolutions, la Constitution veut que tout tourne autour de l'Assemblée générale. Un modérateur ne peut pas convoquer l'Assemblée générale. C'est le seul problème. C'est le seul problème. Le lieu n'est pas essayer de dire tel âge, c'est ceci. Vous allez vous asseoir et ouvrir tout ce qu'on rappelle, c'est que l'autorité publique qui a ces informations. Et ces informations. Et je vous ai dit ici qu'avant l'EPC, il y a eu l'EPC. Autour de l'EPC, il y a eu d'autres obédiences qui ont eu le même problème, qui ont abouti à des questions d'ordre public. L'État ne peut pas laisser que la situation des hommes, lorsqu'elles ne puissent pas s'entendre, qu'elles aboutissent à des situations. Est-ce que ce n'est pas aussi trop facile, monsieur Nico, je vais de ma question. Est-ce que ce n'est pas trop facile? Parce que vous savez, je fais partie des gens qui pensent que là où il y a des hommes, il peut y avoir des tons qui montent, il peut y avoir des colères. Mais la grandeur, c'est de pouvoir surpasser ces colères pour le bien public, pour le bien de la communauté. On ne peut pas être d'accord, on ne doit pas être d'accord. Comme je vous ai dit, la constitution de l'EPC, c'est une constitution extrêmement rigide, mais elle ouvre le champ à la démocratisation. Alors, la deuxième chose, c'est que lorsqu'une situation a abouti à un non-lieu, les personnes qui ont créé la situation doivent avoir quelqu'un en primat qui les remette sur la table pour que la constitution soit respectée. On convoque une assemblée générale. Ce n'est pas que une tendance. Ok, donc l'assemblée qui était annoncée à Yaoundé, c'est une personne qui s'est levée qui a convoqué. C'est ce que les autres estiment que c'est l'assemblée générale des États qui doit reconvoquer. Ce n'est pas la première fois. Le report, même le report doit être décidé par l'assemblée générale. Le problème ici, c'est qui a qualité de convoquer lorsqu'il y a ce genre de crise, provoquer une part dans l'administration qui a estimé qu'il y avait péril en la demeure selon sa manière de voir les choses, il est dans le bon temps. Et cela a été déjà en train d'être fait puisque le ministre est en train de convoquer l'ensemble des personnes concernées. On ne peut donc pas comprendre que pendant que ce processus se met en place, et il y a abouti à des situations heureuses dans d'autres obédiences et au sein de l'EPC en son temps, qu'il y ait des gens qui insistent pour qu'on se retrouve à Yaoundé, alors qu'il y a eu une petite incompréhension entre eux. Les pouvoirs publics ont cru que les machettes, entre guillemets, vont sortir. Je pense donc qu'il est de bon ton que toutes les personnes qui ont concouru à ce que l'État rentre en jeu reviennent vers l'État pour rassurer l'État. On peut continuer à dire puisque même le modérateur concerné il a bien même de réécrire à cet État pour lui dire nous pensons que les questions de notre Église doivent se régler dans notre sein. En attendant donc la réponse pour la lettre pour laquelle il a écrit à l'État, puis lui revenir que l'État dit ok, nous avons donc compris, donnez-nous les gages que vous pouvez repartir à l'Assemblée générale sans que les situations pour lesquelles nous avons intervenu reviennent. Je voudrais que l'on reste uniquement dans cette situation d'interruption administrative. Parce que si on sort de là, on va rentrer dans le giron de mon petit frère Mengue, qui commence à citer des noms dont les gens ne sont pas, nous ne pouvons pas concernés. C'est l'État qui a créé. Attendez, s'il vous plaît, je termine. C'est l'État qui a créé. Je ne savais raison. Moi, qui était motivé à moi, je n'ai pas la science infuse que vous avez, qui informe l'État pour que des vieillards de cette acabit vous disent j'ai éliminé cet argument en début de la série. Je n'ai pas cette science infuse. Je veux dire encore informer l'État. Pourquoi le préfet a été informé? Pourquoi est-ce qu'il a été motivé à constater qu'il peut avoir tout la question ne dit pas pourquoi. Le préfet gère. Il faut pour te dire comment le préfet a été informé. C'est ça le problème. Nous ne gérons pas le même problème. Vous ne gérez pas encore la République. Non, c'est pas la République, c'est ça que détermine. Pourquoi est-ce que la question est quand vous le secrétaire général a résisté à la suspension
suspension. L'ancien est suspendu. L'ancien, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Le secrétaire général est suspendu. Il n'est pas suspendu. Il n'est pas suspendu. Est-ce qu'il a résisté à cette suspension? Il n'est pas suspendu. Qui avait le professeur chez monsieur le préfet dit que voilà. Qui avait fait? Le préfet, monsieur le préfet n'est pas. Il est chez le préfet. Je vais arrivé. Madame, nous sommes dans une retraite. Monsieur Mengue, allez écouter pour ça. D'abord que je reprenne j'ai compris. Permettez d'abord que je reprenne la parole. Qui est le préfet? Je vais lire ce qui est clair pour tout le monde. C'est clair qu'il ne peut y avoir que deux postures. Ils sont d'accord, tout le monde est d'accord dessus. On a dit que celui-ci est accusé, lui aussi il a accusé les autres. Donc ça veut dire que c'est deux groupes qui s'accusent. Là, vous êtes tous d'accord. Peu importe de quel clan on est, il faut qu'il y ait une marge. C'est tout pour pouvoir voir ça au clair. Je pense que ce niveau-là, c'est clair comme le doigt. Donc, il n'y a pas de raison de s'enflammer. Donc, on dit la même chose. À la différence que lui, il précise qu'on n'accepte pas l'âge qui est prévu à Yaoundé par le modérateur. Individu. Non, pas l'individu. Par le modérateur, je préfère ce mot. Convoqué, alors c'est l'Assemblée générale. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. J'ai convoqué, tout le monde vient. Tout le monde résout les problèmes. Je pense qu'il n'a même pas dit ceci. Maintenant, je voudrais rassurer vos téléspectateurs. Oui. Parce que nous sommes dans une république. Il n'y a aucun regroupement de citoyens quelque part où l'État n'est représenté. Donc vous ne pouvez pas poser la question de savoir qui a dit. Aucun. Vous faites quelque chose quelque part. L'État, normal, s'il vous plaît. Voilà, donc ça va. Vous ne pouvez pas dire s'il y en a dit le préfet. Les gens du préfet étaient dans la salle. C'est normal. Parce que la République est debout. Ils ont entendu les éclats de voix. Ils ont entendu les menaces. Ils ont entendu des vitupérations. Ils ont estimé que la lutte, ça va là. Ce n'est pas bon que ça continue parce qu'il sera total. Et nous estimons donc que maintenant que les calmes sont revenus, l'administration, vous nous revenez donc vers nous pour que vous nous rassuriez que vous n'allez pas recréer la situation qui nous a amené à intervenir. C'est de ça qu'il s'agisse. Je vous dis tout ceci tourne autour de l'intervention de l'administration. D'accord. Et on ne peut pas repartir si on ne rassure pas l'administration. Comme l'a dit l'ancien tout à l'heure, nous savons régler le problème à l'intérieur de notre association. Parce que la constitution le reste n'est que du Nord, comme il a dit, tel a dit ceci. Vous savez qu'il y a la même quand vous faites ils étaient présents, monsieur Bikoro. L'église presbytérienne camerounaise est constituée. On a des organes régulateurs. Permettez que ces organes puissent faire leur travail. L'Assemblée, c'est ça le problème. Celui qui a manœuvré pour que l'Assemblée générale de Maka soit suspendue, interrompue. Toi, tu le sais pourquoi. Comment tu le sais? Bon, attendez. Attendez. Puisque pour l'instant, personne ne connaît, si je ne connais pas Afrique. Je vous quand l'âge sera la police dans la salle était parti demander s'il y a quelqu'un à de fait, on suppose qu'on était dans la salle, du sous-préfet dans la salle. Les gens, je dis que l'administration est le regroupement public. Nous sommes d'accord. On n'a pas besoin d'appeler le préfet qui entend quelqu'un dit je vais te faire. On n'a pas besoin d'appeler le préfet. Une note au préfet tel que les choses se passent ici, si on n'arrête pas, ce sera trop tard. Et c'est ce qui a eu lieu. Rien à voir avec les histoires, tel a fait ceci, tel a dit ceci. C'est une association, parmi les mieux constituées en Afrique. Ce n'est pas seulement au Cameroun, les églises presbytériennes. Ils savent comment ils font leurs choses, ils savent. Mais pour le moment, nous gérons une république. Des cas similaires ont eu lieu avant, ça s'est terminé par des morts d'hommes. On ne peut donc pas accepter qu'à chaque fois, les intentions, même si elles n'ont pas abouti, c'est une des mesures conservatoires. La preuve que je vous dis, l'administration vient encore d'ouvrir une porte en disant « Je voudrais que toutes les personnes se retrouvent autour de moi pour qu'on puisse voir si on peut relancer l'Assemblée. » C'est tout.
Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, M. Menguédé. Vous savez que les problèmes d'argent, ça met beaucoup de tension. C'est compliqué. Et vous savez qu'entre les gens qui ont déjà placé, ceux qui n'ont pas placé, donc ça va être... Bon, le père et le fils, excusez-moi maintenant. Non, sauf que ça, c'est pour vous au village. Ici, non, c'est pour vous au village. La nourriture. Ici, là, vous allez gérer d'abord le plateau du grand soir. On ira régler le reste en famille après. Je pense qu'en fait, ils disent la même chose, mais différemment. Il y a des mondes qui sont cachés, peut-être qui ont peur que la vérité soit dite, mais toujours est-il qu'il n'y a que par cet âgé que la vérité sera dite et que l'Église sera sauvée. Parce qu'on le veuille ou non, la priorité ici est de sauver l'Église. C'est tout. Parce qu'on est fatigué quand même de voir les églises imploser. Cette année, on en a tellement que s'il faut encore découper celle-ci en 2, en 3, on va finalement donner de la tête de quel côté au Cameroun. On a trop d'églises, vraiment. Qu'on sauve le PC et que les gens se parlent. Parce que moi, je suppose que ça passera par là, que les gens se parlent. Très bon compris. Et c'est pas la même déjà. Bien, Madame Guesselé, j'ai envie de sourire. Parce que vous dites... Mais tu souris déjà. C'est ça que je souris parce que vous dites... L'église doit être sauvée. Ouais. Et là, ça m'amène à vous poser justement la question, mais qui sauve qui? Parce que vous dites, il faut qu'on sauve l'église. C'est une bonne question. En fait, c'est une bonne réflexion. Oui. Celle de savoir, mais qui sauve qui finalement à la fin. Parce que on est là... En train de m'inspirer une réflexion. Oui, parce que... qui sauve qui aujourd'hui? Oui, qui sauve qui aujourd'hui au Cameroun? Il faut qu'on analyse ce qui nous ont amenés. Parce qu'il faut... J'ai entendu dire là quelque part que les Africains ont créé l'église. Non, ils ont récupéré l'église. Bon, oui, d'accord. Ils ont récupéré la création. La création, alors ce qui nous ont apporté. Ils ont maintenant ajusté ça. Ils ont ajusté ça à l'environnement. Encore que... Non, précisé. Ils ont africanisé. Les Américains géraient l'EPA. Ils ont donné l'indépendance en 1957. Ils ont donné l'indépendance. L'EPCA est devenue indépendante. Ils ont donné l'indépendance de l'Église. Ils ont également donné l'indépendance de la foi, j'imagine. Non, la foi, on ne va pas faire de la foi aussi. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu nous apportes, moi je... On ne va pas faire l'histoire. Je ne fais pas l'histoire. Je ne fais pas l'histoire. Permettez-moi de dire. Vous va venir. Non, de religion, de la je veux pas je respecte les obédiences et les croyances des uns et des autres. C'est pour ça que je dis, ceux qui ont apporté l'Église, ont certainement basé cette Église sur la foi, comme c'est partagé ici, et sur l'amour, la foi en qui? La foi en Dieu et l'amour de son prochain. Je me vois juste sur ces deux éléments-là qui doivent résumer en fait la vie de celui-là qui est à l'église, qui appartient à une communauté. Ouais. Mais moi j'ai bien envie de me poser la question de savoir d'où sortent les questions d'intérêt, les questions d'argent dans l'église, où on ne doit primer que la foi et l'amour du prochain. Si j'ai la foi en Dieu, on dit pour ceux qui lisent votre Bible, hein? Oui. Ceux qui lisent la Bible disent que la foi c'est la ferme espérance en des choses qu'on ne voit pas, et puis bon, quelque chose comme ça. Oui. Mais d'où vient-il qu'on parle aujourd'hui des questions d'argent dans la foi? D'où vient-il qu'on parle maintenant des questions d'intérêt dans l'amour envers son prochain? Est-ce que ce n'est pas parce que justement, cette église-là qui a été apportée aux Africains et qui a été d'une certaine manière africanisée entre guillemets, est-ce qu'elle n'a pas été dévoyée justement de ses fonds baptismaux? C'est la grosse question qu'on pourrait se poser. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont des hommes. Mais est-ce que c'est parce qu'on est un bon pasteur, entre guillemets, qu'on est un bon gestionnaire? Parce que là est toute la question. Un pasteur est appelé à gérer et les brebis et les biens, parce que cette église possède des biens. Cette église possède des biens matériels, disons-le, mais cette église possède également des fidèles.
Tout à fait. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui question de faire, la part des choses, de faire la part des choses, que le pasteur s'occupe véritablement de ses fidèles, qui se concentrent dessus, et que les chrétiens, la communauté ecclésiale, tout à fait, participent justement à la gestion des biens communautaires, parce qu'il s'agit des biens de la communauté. Et cela n'épargne aucune église. Ouais. C'est la même chose aujourd'hui à l'EPC, à l'église catholique, c'est pire encore. Là-bas, je crois que c'est vers ça qui sont déjà arrivés. Vous vous souvenez, il y a les gestionnaires de l'argent et le non, jusque-là, qui posaient ces demandes. Le prêtre est tout puissant dans sa paroisse. Il est tout puissant. Le jour où vous tenez tête au prêtre parce qu'il ne devrait pas prendre un centime de la quête pour manger, pour s'occuper de ses besoins personnels avant qu'il n'y ait justement cette péréquation, cette répartition de cet argent-là, le prêtre vous met de côté au sein de l'église. Chaque fois qu'il vient faire son homélie, c'est sur vous. Moi, j'ai encore eu un témoignage il y a quelques jours sur ce genre de situation dans une église catholique très courue dans la capitale, quand vous allez du côté nord de la capitale, pour ne pas citer Etoudi. C'est des situations qui existent. Donc, aujourd'hui, il est question certainement de faire la part des choses entre la gestion des biens de la communauté et la gestion des fidèles. Sinon, on sera toujours heureux de dire que la maladie qui tue le café, qui attaque le café, on peut également attaquer et tuer le cacao. Mais je vais peut-être sortir par là. Ce qui arrive à l'EPC aujourd'hui ou aux autres églises, moins à l'église en général en Afrique et au Cameroun en particulier, vous avez constaté qu'il y a une multiplicité d'églises. Je suis dans un quartier où vous avez sur 10 mètres carrés, vous avez au moins 2 ou 3 églises. Mais à la fin, on se dit, mais qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est le dédi qui est là ou le pasteur qui est là qu'on sert ou bien c'est Dieu? Il y a des questions. Donc, je veux dire que la société camerounaise est en crise de valeurs. Non seulement elle est en crise de valeurs, mais elle a également une crise de vocation. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont pasteurs alors qu'ils n'ont aucune vocation à être des pasteurs. Tout comme on a des enseignants qui sont enseignants alors qu'ils n'ont aucune vocation à être véritablement enseignants. Donc nous sommes dans une société où on a une perte totale de repères. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de vocation, on n'aspire plus à rien. Et tout ça, c'est pourquoi ça va se résumer justement à quelque chose de fondamental. Quelqu'un a cité tout à l'heure l'État, et moi j'accuse même l'État. C'est l'État que moi j'accuse, parce que c'est l'État qui tire bénéfice justement de cette situation de risque d'implosion partout. L'État a intérêt qu'à l'EPC ça ne marche pas. L'État a intérêt à ce qu'à l'Église catholique ça ne marche pas. l'État a intérêt à ce que le regroupement des artistes, ça ne marche pas, ainsi de suite. L'État a un intérêt, moi je dirais quelque part, c'est que même dans le football qu'on a, que ça ne marche pas. Donc, chaque fois qu'on a voulu organiser, qu'une communauté a voulu s'organiser, c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui vient troubler là pour que ça ne marche pas. Mais qui tire les bénéfices de ce trouble-là? On a l'impression que c'est l'État. Bon, quand je dis l'État, non, on a compris. Je vais même préciser, certaines personnes dans l'État, dans l'administration, ont intérêt à ce que ça ne marche pas. Parce que tant que ça ne marche pas, eux, ils continuent à tirer les marrons du feu, à s'engraisser, à s'enrichir, parce que justement, nous sommes dans un état de désordre. Ils ont cité des noms tout à l'heure au sein de l'EPC. Il y a justement des gens qui tirent les marrons du feu parce que derrière ça, eux, ils peuvent continuer à se sucrer, continuer à vendre des terrains, continuer à vendre des biens qui appartiennent à la communauté sans que personne n'ait jamais rien à leur demander. Donc ici, je pense que toute cette situation, c'est une invite. Toute cette situation dans les églises, c'est une invite véritablement des Africains à se retrouver spirituellement. Est-ce que nous ne sommes pas perdus en suivant les églises? Très bon questionnement. Est-ce que nous ne sommes pas perdus en suivant les églises? Il est temps que l'Africain rentre, qu'on se retrouve dans nos cultures, rites et traditions pour mieux louer Dieu. Voilà. T'en fais pas, je ne suis pas perdu dans la religion. Je ne rentre pas dans vos... Il faut véritablement que les Africains rentrent dans la tradition, dans nos rites, dans nos cultures, pour mieux louer Dieu. L'Africain n'a aucun problème avec Dieu. C'est ça que nous avons un problème avec les religions. Tu partais depuis avec ta chaîne. Tu vas rester dans tes rites, respecte ceux qui ont choisi la religion. Là-bas, il n'y a pas de débat à faire sur mon plateau. Je vais vous souhaiter qu'il y ait vraiment l'âge que vous allez construire ensemble et que vous puissiez voir
voit clair dans cette situation et ramener la paix à l'EPC. Parce que nous, on ne veut plus, on veut sauver l'Église, on ne veut plus de dispersion, on ne veut plus de division. C'est l'Église qui doit on vous souhaite que les esprits soient apaisés. Ça, c'est important. Et que vous trouviez moyen de mettre les plumeurs de côté. Parce que ça aussi, c'est important. Si vous ne le faites pas, la fête de l'argent, là, surtout avec le foirage qui est en train d'entrer dans le pays, si au degré où ça vient là, on va être même tranquille. Le diable, comme tu as dit, le père, pas un peu parler dans sa tête. Il pas toucher un argent qu'il ne devait pas toucher. Vous savez, il y a des gens qui ont de mauvaises relations avec l'argent. Ouais. Quand ils voient, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, il faut tenir compte de tout cela en parlant entre vous, qu'on ne jette pas seulement les gens dans les puits, et qu'on essaie aussi de comprendre si quelqu'un est indélicat, qu'on le déplace juste pour permettre qu'il n'ait plus accès à cet argent-là et que vous trouviez des solutions. C'est tout ce que nous on peut vous souhaiter ce soir. On fait parler quelques téléspectateurs qui ont toujours quelque chose à dire. Hein. C'est ça qui est merveilleux avec eux. Bonjour Rosalie, et à ton panel, le problème des chefs religieux au Cameroun n'est même pas l'argent, mais le manque de foi. Ces chefs sont dotés de connaissances, mais ils sont sans foi, c'est pourquoi ils ont moyen de toucher. Il n'a pas tort aussi. Hakim depuis Garoua. Bonsoir très cher aîné, sur cette thématique je préfère ne pas me prononcer, sinon je pourrais heurter mes aînés sur le plateau. J'attends la prochaine thématique, mais t'as quand même parlé. Voilà. On va prendre plus haut. Bonsoir, chers panélistes. Je demanderai au monsieur qui parle du secrétaire général s'il a des preuves de ces allégations. Ce sont les ondits qui gardent notre église. Pourquoi le modérateur sortant n'a pas laissé le LG lire son rapport comme lui à l'âge de macaque? Après avoir chargé le LG dans son rapport, il a refusé que le LG lise le sien. Pourquoi? Est-ce que le secrétaire général qui modérait l'âge de macaque pour faire jouer ses relations, comme vous dites, et faire arrêter ses travaux, est-ce que c'est lui? Bonsoir à vous, je suis un téléspectateur d'Info TV. À mon avis, je ne vois pas quelle raison jeter les pierres à ceux-là qui ont eu cette chance d'être affectés dans des endroits où ils peuvent tirer profit. Nous le savons tous que nous sommes chers et la chèvre brute là où elle est attachée. Bonsoir la rose nationale, et Dieu, et Seigneur, même à l'église, dans la maison de Dieu, ça ne va pas. Seigneur, aie pitié. Wadibi service depuis Kayele. Mon frère, c'est partout que ça ne va pas. Hein. On espère juste baisser les tensions partout. Bonsoir le panel. Avec tout ce qu'on entend là, vous dites que c'est encore l'église de Dieu. Bonsoir Madame Gessele et à tout votre panel. Pourquoi on bagarre dans une religion qui ne nous regarde pas? Tout ça à cause de l'argent. Le diable persécute ceux qui croient à un soi-disant Dieu qui est invisible. Les anciens d'église et fidèles ne peuvent pas attraper le LG là et le fouetter correctement devant la cour de Djongolo. Un LG très véreux et corrompu, et comment des églises font même pour avoir les 14 hectares de terrain. Il y a trop de problèmes là depuis Akak. Ça, c'est un autre débat où j'aimerais plutôt être panéliste quelque part. Parce que si je vois ce débat sur mon plateau, je risque de confondre ma casquette en plein milieu le débat. Cette affaire du foncier avec les églises au Cameroun, c'est très grave. On aura sûrement l'occasion d'en parler, mais ce jour-là, je préférais que mon collègue soit modérateur. Et que je sois aussi co-panéliste. Bonsoir à vous, Rosalie, à ton riche panel. Le problème de l'EPC, c'est le sempiternel goût effréné du Gan et du Gombo qui anime en permanence nos supposés hommes de Dieu. Personnellement, j'ai assisté le mois dernier dans une paroisse à Ebolova au sud à une bagarre sanglante entre un modérateur et un aspirant ancien d'église. Les deux se disputaient l'appartenance des dîmes et offrandes dominicales versées par les ouailles. Dommage que nos temples soient devenus de gros foyers de business et non de raffermissement de notre foi. Que Dieu nous vienne en aide. Ernest Zambo, journaliste événementiel depuis Etambafia et fidèle téléspectateur du Grand Soir. Bonsoir Rosalie, toujours belle. Il s'agit de la lutte des intérêts. Il y a Dieu dans aucune église. Transmettez mon bonsoir à Bikoro. C'est Noriega de Ngoumou. Ah, c'est mon camarade. Vous avez des camarades partout. Hein? Bonsoir Rosalie. Suis Samuel de Sarbaïmé, fidèle à ton émission Le Grand Soir. C'est gentil. Merci d'être fidèle. Non, là vous devenez violent. Je vais m'arrêter là. En tout cas, on l'a dit, on vous le souhaite, mais vous allez permettre que j'inverse les sujets qui arrivent. On va d'abord parler des barrages avant de parler de la Sonara. Ça vous arrange?
pas de souci. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je trouve que ce sujet est plus urgent pour les Camerounais. La Sonara, on peut toujours parler de... Tout à fait. Voilà. On va donc parler de notre problème, de notre difficulté, voilà, pas des déficits d'électricité au Cameroun. Et pourtant, on le sait, l'État du Cameroun... Là, je vais commencer. Non, j'arrive là-bas. Je commence à m'inquiéter. L'État du Cameroun a annoncé un grand pont, la construction de plusieurs barrages. Je ne sais pas si je dois tous les citer. Mekim, Lompangar, en passant par Natigal. On a investi, je préfère le dire ainsi, des sommes faramineuses, extraordinaires, pour certains barrages qui sont même déjà fissurés avant réception. Et aujourd'hui, on est encore en train de vivre des délestages intempestifs au Cameroun, des coupures à n'en plus finir, épuisé quand même de crier sur Eneo qui distribue cette électricité et qui annonce quand même que la production ne suit pas. On a envie de se demander dans le niveau de la production, je suppose qu'on a construit tous ces barrages pour produire en quantité afin de transporter et qu'enfin Eneo distribue. Qu'est-ce qui se passe qu'on ait autant de barrages et qu'on n'ait toujours pas assez d'électricité à donner à Eneo pour distribuer? Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert finalement tout cet argent qu'on a investi? Est-ce que ce sont des gros éléphants blancs qu'on nous a encore servis? On ne comprend pas. Les Camerounais ont envie de comprendre pourquoi on n'a pas de lumière. Pourquoi on a ce déficit en électricité? Eh bien, Madame Guessele, il s'agit, d'après moi, d'une politique. D'une politique, d'un choix politique, je vais dire, de ceux qui dirigent. Vous savez, ceux qui nous dirigent nous ont proposé un programme politique basé notamment, qui avait pour thème, voilà, une série de programmes politiques au gré des différents mandats qu'ils ont eu. Nous avons commencé avec les grandes ambitions, et puis nous sommes allés aux grandes réalisations. Et puis, je n'ai pas envie de citer le troisième, que moi je rebaptise normalement les grandes illusions, parce que nous avons fini par atterrir là. Parce que quand les Camerounais aujourd'hui se plaignent encore justement du manque d'énergie électrique, ça veut dire que c'est, j'ai envie de dire, toute la croissance économique du Cameroun qui est freinée. Parce qu'on ne peut rien faire sans énergie. Si nous n'avons pas d'énergie dans ce studio, on ne peut pas enregistrer une émission. Même si vous empruntez, même si vous prenez un groupe pour fournir... Ce qu'on fait d'ailleurs constamment au point où il a pété. Voilà. Donc on n'en a plus. Voilà. Je profite pour en parler également, toujours à cause de ces coupures intempestives. Donc voilà. Là, si Eneo nous lâche, si nos deux lignes s'arrêtent, l'émission s'arrête. Ça veut dire que nous pouvons continuer à prier. Je ne sais pas si c'est à l'EPC qu'on va prier ou bien dans une autre chapelle. On peut continuer à prier pour que Eneo nous fournisse l'énergie au moins jusqu'à ce qu'on termine l'émission. Du moins, les programmes politiques qui ont été mis en place avaient donc justement du point de vue énergétique à fournir aux Camerounais assez d'énergie et même au-delà des frontières nationales à pouvoir vendre de l'énergie à nos voisins. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, plusieurs années après que nous n'ayons toujours pas d'énergie? C'est ce qu'on veut savoir. Là est la grande question. Mais à bien étudier justement les projets tels qu'ils sont ficelés, tels qu'ils ont été montés, tels qu'ils ont été ficelés, on se rend compte qu'il y a eu un tourloupe quelque part. Mais il y a un tourloupe de la part de qui? On a l'impression qu'on laisse, ou alors on fait dire au chef de l'État un certain nombre de choses, alors qu'il n'a véritablement pas d'éléments factuels sur lesquels il peut s'appuyer pour justifier ce qu'on lui fait dire. Et malheureusement, il engage la nation dans ces gros projets-là qui prennent beaucoup de sous. Vous allez vous rendre compte qu'il n'existe aucun, justement, de ces projets, parlant des barrages, qui n'ait coûté exactement le prix ou alors le coût des études de faisabilité qui ont été élaborés à l'avance. Il y a toujours des avenants pour dire voilà ce barrage qui coûtait tant, il y aura une rallonge de temps. Et même jusqu'après ce rallonge, on n'arrive véritablement pas à voir la production, la quantité d'énergie qui a été proposée et qui a été vendue aux Camerounais comme dans le projet justement de construction de ces infrastructures. Mais où est le problème? Où est le problème?
comme je l'ai dit, on vend ou on fait dire au chef de l'État des choses qui ne sont pas véritablement vraies. Comme pour dire que certains Camerounais s'arrangent à se remplir les poches. Je vais dire ça simplement pour que les uns les autres comprennent, parce que ceux-là qui sont justement à la manette de la mise en œuvre, la conception de la mise en œuvre de ces projets-là, tous ont chacun un groupe électrogène chez eux. Parce qu'ils savent déjà d'avance que le projet dans lequel on est en train d'amener le Cameroun là ne va pas marcher. Comment est-ce qu'on peut comprendre que, pour prendre ne serait-ce que l'homme Panga, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. On a construit le barrage, mais on n'a pas construit des lignes de transport. On n'a pas pensé dans le projet qu'il fallait construire des lignes de transport d'électricité. À un moment donné, on se demande, mais où est-ce qu'on est? C'est récemment qu'on inaugurait encore l'usine de pieds de ce barrage-là. Combien d'années après? Jusque-là, les villages autour de l'Ompanga s'alimentent encore au pétrole lampant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'on cesse, bon, je n'ai même pas envie de dire qu'on cesse d'induire le président en erreur. Il faut tout simplement, bon, je ne veux pas arriver à la conclusion, je vais peut-être revenir là-dessus en termes de solutions plus tard. François Bikoro, il parle de l'Ompanga qu'on découvre après qu'on n'a pas prévu comment transporter. Il y a Natigal qui est toujours à 98% de taux d'avancement des travaux depuis là. J'attends que les 2% s'achèvent, les 2% ne finissent pas. On ne va pas parler des Mekim. Finalement, c'est des sommes faramineuses que l'État du Cameroun a investi. On devrait être aujourd'hui, si on avait respecté l'agenda, le calendrier de construction de ces barrages-là, en train de récolter notre investissement, en train de distribuer même le courant à tous les voisins. Qu'est-ce qui se passe? On a tout mangé l'argent et puis finalement on va rester dans le noir comme on est là? Moi je pense, je reste dans ma casquette d'activateur politique. Prenez celle que vous voulez sur ce plateau. Je viens de vous dire que je reste dans ma casquette d'activateur politique. Activez alors. Pour constater que le pays dont on parle a été colonisé par quelqu'un qui a dit qu'il va nous mettre sur le chemin des concerts des nations prospères. D'accord. À cette époque, je crois qu'on n'avait pas assez de personnes pour bien voir de quoi il s'agit. On peut donc s'interroger, comme il a dit tout à l'heure, que 70 ans après, on a toujours l'impression que les personnes qui n'étaient pas nanties, lorsque la personne qui disait qu'elle va nous mettre dans le chemin de la croissance était... Quelle personne? Madame Guissele, vous avez plus de... Non, moi je ne suis pas intelligente. Allez seulement dans Google demander... Non, vous êtes sur mon plateau, éclairez ma lanterne. Comment vous m'envoyez sur Google? Quelle était la tutelle du Cameroun après la Deuxième Guerre mondiale? Ah d'accord, on en a eu 2. Voilà, on a 2. Ah, jusqu'à présent? Ça n'a pas beaucoup changé. Ah bon? D'accord. Donc si je le dis, on peut plutôt tirer un coup de chapeau au management actuel d'avoir, dans cet environnement international délétère, pu injecter autant de barrages au même moment. Je crois que dans sa volonté, c'était certainement de libérer les Camerounais de cette manière de nous introduire dans le concert des nations, comme cela a toujours été fait jusqu'alors. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas, je préfère. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dans sa marche glorieuse vers cette indépendance énergétique, il faudrait qu'on se souvienne que l'énergie est la forme la plus rude de la mafia internationale. Parce que dès que vous avez l'énergie, vous avez 50% de votre libération qui est garantie. Tout ce qu'on parle là, relance économique, ça ne marche pas parce que l'énergie, c'est le sang et l'eau dans le corps humain. Première chose, dans leurs relations incestueuses, tant internes qu'externes, est-ce qu'on s'est assuré que nous étions tous dans la même lancée? C'est de la libération du Cameroun au plan économique. Quelqu'un a dit tout à l'heure au plan culturel. Donc moi je suis très content que l'État du Cameroun, à ce moment précis, ait donné en héritage au moins la mise en place de ces différents barrages qui doivent nous libérer. Maintenant, est-ce que à l'intérieur de l'État et à l'extérieur de l'État, les gens sont prêts à s'accaparer de cet outil pour nous libérer complètement? Quand on voit les comportements des Camerounais, on peut se poser un certain nombre de questions. On nous a dit d'aller faire des contrats de partenariat avec des grands groupes internationaux. Je crois que le dernier en date, c'est Eneo.
je voudrais d'ailleurs corriger ici, dans le contrat de Néo, il est producteur. Il n'est pas seulement distributeur. C'est pour cela que dernièrement, le ministre de l'Eau et de l'Énergie lui a rappelé. Donc il vient de se rendre compte qu'il était aussi producteur. Néo? Oui. Non, je dis le ministre. Il vient de se rendre compte aujourd'hui là que Néo était aussi producteur. Pourquoi vous ne posez Parce que depuis, vous dites que le ministre, c'est pourquoi il les a interpellés qui sont producteurs. Je dis, le ministre l'a interpellé pour que le rôle pour lequel il a contracté avec l'État du Cameroun puisse être implémenté à fond. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait depuis? Je viens de vous parler tout à l'heure de la marche glorieuse des États africains vers la libération. Donc, c'est maintenant que le ministre entame sa part de marche glorieuse. Deuxième chose, le ministre a rappelé à ses producteurs et distributeurs que dans son contrat, il est prévu qu'il mette à contribution les gens qui tirent le maximum des investissements que nous mettons à disposition de l'État du Cameroun, notamment les industries et les multinationales qui pompent le peu d'énergie qui nous reste. En dehors du fait que nous sommes dans une situation de relief et de climat qui ne dédouane pas ce dont je viens de citer tout à l'heure. À savoir que les périodes de tiers sont souvent un peu compliquées. Hey. Non, attendez, M. Biko, attendez. Je suis sur place. Non, attendez, parce que là, j'ai l'impression d'être à l'amphi et que mon enseignant est en train de dire quelque chose qui ne rentre pas dans mon cerveau, que je ne comprends pas. Donc, rassurez-moi, vous ne voulez pas me dire que non, on va rentrer dans la fête de quand il pleut et quand il ne pleut pas. Parce que nous, ils sont dans les coupures, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Hein. En saison sèche, on n'a pas d'électricité. En saison de pluie, on n'a pas d'électricité. Donc, la fête de tirage que vous voulez soulever là, je vous déconseille de soulever parce que ça va nous prendre du temps pour rien. Tout à fait. Notre préoccupation ici aujourd'hui est que vous dites que l'État du Cameroun a engagé tous ces projets pour nous sortir, pour qu'on ait notre indépendance en énergie. J'imagine je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais maintenant, quand donc, tous ces projets ne sont pas aboutis et qu'on ne peut pas attraper notre indépendance, ça nous aura servi à quoi d'investir autant d'argent pour laisser un projet à mi-parcours et qu'on soit plus enfoncé qu'avant? Est-ce qu'on peut aussi interroger la capacité de certains secteurs dits privés de rentrer dans le giron de cette libération de notre énergie? Comment? Ce sont eux qui sont en train de fabriquer les barrages. Vous ne saviez pas? Ah, donc maintenant vous allez dire que c'est les gens à qui on a donné les barrages de construire qui sont en problème. Je dis que les secteurs privés construisent des barrages au Cameroun. Ce sont eux qui ont créé le projet de Natigal. Non. Mais qui se sont eux. Les voleurs, ce sont eux. Là, on rentre dans le cadre de ce dont je... Mais c'est de ça que nous parlons. Nous parlons de ces barrages-là. Si quelqu'un qui a un petit truc pour se sauver quelque part, vous voulez que j'aille commencer son procès aujourd'hui, je vous demande que l'argent du pays qu'on a engagé dans les travaux, l'argent du pays. Tout à fait. Vous avez très bien compris de quoi on parlait depuis, mais vous avez essayé de nous entraîner derrière le champ. Sortons du champ et revenons nous installer au salon, on va causer. Tout à fait. François Biko, on demande que tous ces éléphants blancs, excusez-moi l'expression, ça ne peut pas plaire, qu'on a déversé au Cameroun, c'est pour quel intérêt aujourd'hui si on est dans le noir? C'est pour l'intérêt de qui? Il n'y a pas d'intérêt que le Cameroun soit dans le noir. Il n'y a pas d'intérêt. Mais il y a l'intérêt que les Camerounais soient dans le noir. Monsieur je crois que François... Ça change tout. Répétez ça n'est pas bien. Je suis sorti depuis. Je suis avec le gens pour que le Cameroun soit. Je suis avec lui dans le deux. Je crois qu'on va tourner en rond et on ne verra pas le bout du tunnel parce que ce n'est pas évident d'expliquer quelque chose. Non, il n'y a même pas le bout du tunnel qu'on aperçoit. De là où je suis, j'ai l'impression que tout est sombre. Malgré mes lunettes, je ne vois pas au-delà de ma caméra qui est en face de moi. Et c'est ce qui nous dérange. Parce que moi, j'ai quitté ma maison. C'est vrai que ce n'était même pas le look que j'avais prévu, mais heureusement, Dieu merci. C'était pas de lumière, pas moyen de repasser, pas moyen de travailler, mon ordinateur à plat. C'est compliqué de se mouvoir aujourd'hui au Cameroun avec cette question d'électricité. Et pourtant, on a beaucoup d'argent enterré dans des chantiers inachevés. C'est ça notre problème. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils nous ont multiplié tous ces barrages hydroélectriques alors qu'ils auraient pu penser à autre chose? Ils ne peuvent même pas laisser ça comme ça et commencer à penser à autre chose. Ça sert à quoi? Je crois que
vous êtes suffisamment intelligente, Madame Guesselet, parce que vous avez compris la direction que prenait le conseiller régional, M. Bikoro, active. Je préfère que vous présentiez d'abord quel est le conseiller régional. Ouais. Avant de dire qu'il est activateur politique, parce qu'il doit porter sa responsabilité face aux Camerounais qui l'écoutent. Qu'il est du RDPC. Conseiller régional nommé. C'est qu'il faut comprendre ça. Quand vous dites activateur politique, ça risque... Cela réduit les PC de la responsabilité publique qu'il a lorsqu'il s'exprime publiquement sur des questions d'intérêt général. Lui qui est conseiller régional nommé dans le sud, natif de Paul Biya. Ça, il faut comprendre. Là, vous interpellez sa responsabilité. Là, il ne va pas tourner en rond, en bourrique comme il est en train de faire là. Pour ne même pas prendre le simple chemin du champ. Là, il prend le chemin de l'eau. Il va directement dans l'eau pour nous perdre. On pose des questions claires, mais il trouve des échappatoires. Alors, je dis, vous évoquez le secteur énergétique, qui est un secteur essentiel pour toute une nation qui veut prospérer, qui est un secteur essentiel pour un État qui va avoir des gains, qui va avoir un regard d'admiration vis-à-vis du peuple qu'il est appelé à gouverner, à orienter. Pour un État qui va avoir la quête de sa souveraineté, le secteur énergétique, l'énergie tout azimut. Et à côté de l'énergie, c'est l'ensemble des services sociaux. Eau, électricité, logement, santé, éducation. C'est-à-dire, au moins, l'État devrait exister pour ces raisons. Parce que si un gouvernement existe, si le régime d'État républicain existe, c'est au moins pour ces raisons-là, garantir aux populations l'accès à ces ressources-là. Accéder à l'eau, accéder à l'électricité pour tous. Le Cameroun a aujourd'hui 14 000 localités. Il y a à peine 5 700 qui ont accès à l'électricité. Le Cameroun aujourd'hui abrite l'un des bassins hydrographiques les plus riches de l'Afrique. Mais on a de la peine à avoir la maîtrise sur la production d'énergie électrique. Rien que la source hydroélectrique est la source la plus ancienne. Nous n'avons qu'à peine 4 barrages qui fonctionnent. 4. Depuis combien d'années aujourd'hui, Dieu seul sait. Monsieur Bikoro vous convoque le complotisme international, comme pour dire que la France et la Grande-Bretagne empêchent au Cameroun d'avoir sa sécurité énergétique et sa souveraineté énergétique. Le ministre des Mines vous convoque j'appelle ça la conspiration des néo, que c'est néo qui veut créer les soulèvements sociaux, les crises sociales, parce que si néo n'appuie pas sur la certaine au fond, alors néo n'aura pas fait son travail. Non, le secteur énergétique, il y a 3 métiers que chacun connaît. Il y a la production. Au niveau du Cameroun, c'est l'État qui contrôle la production à 100%. Il a créé une des sociétés. C'est-à-dire, il planifie sa production. Le barrage est à quel niveau? Si oui, pourquoi? La santé électrique, c'est où? Si oui, pourquoi? Les plaques solaires, c'est où? C'est l'État qui contrôle la production. L'État contrôle le transport des pieds de production aux unités de transformation. Avant donc de donner à une autre entreprise qu'on peut appeler Néo aujourd'hui pour la distribution, dont les métiers sont bien distincts. Il revient donc à l'État de garantir à Néo, qui fait dans la distribution, une quantité suffisante pour la demande locale. Il faut donc maintenant interroger les chiffres. Quelle est la demande locale? Comment est-ce que l'État en 2011, quand on nous annonce les grandes réalisations, septennat 2011-2018, comment est-ce que l'État a planifié la demande? La demande, elle est de combien? Combien sommes-nous? C'est d'abord la première question. Combien de ménages disposons-nous? Quelles sont les grandes entreprises qui demandent l'énergie électrique pour une meilleure garantie? Ça, c'est le rationnellement à partir duquel l'État dégage sa pensée sur l'aménagement du temps. Sauf que l'État n'a pas fait ça. Parce que vous ne considérez pas combien vous êtes. Commençons par là. Aujourd'hui, quand on se refait au chiffre de 2021, c'est le chiffre le plus en vue. Parce que l'État du Cameroun a un problème avec les chiffres. C'est qu'ils ont un problème de mise à jour. Même pas toujours de mise à jour. Il faut toujours attendre. Alors, si on se fait rien qu'en 2021, nous sommes à une demande de 1400 MW. Pour une production de 1050 MW, il y a d'abord un déficit sur la production. La demande est largement au-dessus de l'offre, de ce qui est disponible, que M. Néo va distribuer. Et maintenant, on appelle ce qu'on appelle le taux de croissance démographique. C'est-à-dire, quel est le coût démographique? Combien nous naissons par jour? 2,8 au Cameroun. En 2090, nous serons 100 millions.
selon la Banque mondiale, on peut se référer aux chiffres internationaux parce que vous ne faites pas les efforts, M. Bikoro, vous qui êtes du RDPC, de dire combien nous sommes. Les organisations internationales que vous accueillez aujourd'hui, au moins nous aident à faire la prospective, de savoir combien nous serons. Compte tenu de la croissance démographique, il y a ce qu'on appelle la croissance par année en matière de demande de demande énergétique, c'est 7,5%. Ça veut dire qu'il faut chaque année ajouter 100 MW dans notre réseau national de production pour essayer d'équilibrer la demande, ce qui n'est pas fait. Il faut un minimum de 100, le ministre nous entend, parce qu'il est sur l'émission aussi, il faut un minimum de 100 MW chaque année qu'il faut introduire dans le réseau de diffusion publique, de fourniture publique d'électricité, ce qui n'est pas fait. Or, nous avons cru aux grandes réalisations. Quand on a vu la pose des premières pierres auquel le président de la République, élu de la nation, qui porte sur lui la charge de perdre les troupeaux de la prospérité partagée. Je vais utiliser le mot perdre les troupeaux, parce qu'on a parlé de l'église tout à l'heure. Lui-même qui allait à Mombele déposer, il allait à Lopanga déposer, il était en veste, costume bleu, élégant, shoga, bâtisseur, il allait avec qui, ainsi de suite. On voyait déjà un Cameroun émergent, du moins sur la sécurité énergétique. Mais on se rend compte que 14 ans après, même les villes vitrines, Yaoundé et Douala, ont du mal à avoir l'énergie en permanence. Alors que, je vous ai bien fait comprendre que nous n'avons que 14 000 localités. C'est peu, hein? Sur les 14 000 localités, il y a plus de 8 000 localités qui ne sont jamais connectées et qui n'ont pas encore vu un poteau électrique depuis que ces localités existent. Alors, ça fait que, quand on prend les zones rurales, rien que les zones rurales, là où toi et moi nous connaissons, j'étais à Pombe dans mon village, il y a quelques mois, c'est-à-dire, nous sommes derrière, au centre-ville. Le centre-ville n'est pas alimenté dans la nuit. Je voulais répondre à la question, mais attends, on va vers où? Il y a des zones où, sur les 8 000 localités, même si on a installé le courant et qu'il y a un petit problème pour passer 10 ans, on ne vient pas rétablir. Il y a eu récemment, la Chine a aidé l'État du Cameroun sur le mix de la fourniture électrique, c'est-à-dire les plaques solaires photovoltaïques, là, comme on dit, on va produire l'électricité avec les plaques solaires. Certaines localités ont bénéficié de ces plaques solaires. Est-ce que vous connaissez le grand problème aujourd'hui? Aller à Doumentan, à l'est, Doumentan était l'un des arrondissements qui ont bénéficié des plaques solaires, Ngomdouma, Doumentan centre. Depuis que Huawei et la Chine ont terminé le travail, ils ont rétrocédé l'ouvrage à l'État. Le ministère des Mines de l'énergie n'arrive pas à assurer la maintenance. Il faut les batteries à Doumentan et à Ngomdouma. Depuis 3 ans, il n'y a pas de batterie. C'est-à-dire les locataires sont encore rentrés dans le noir. Et non, c'est pareil. Hein. Bon, c'est pour dire quoi? Quand on venait installer ça, on ne savait pas qu'il faudra les batteries. Mais demandez à l'État. C'est l'État qui doit donc continuer la maintenance. Moi, je viens construire les amis qui nous ont donné ça ne pouvaient pas nous donner les batteries aussi. Est-ce que les batteries se vendent sur le marché? Les batteries se vendent. Vous allez que les acheter les batteries. C'est la logistique. C'est pas quelques détails. C'est pour dire que si aujourd'hui le Cameroun présente un déficit sur la fourniture publique d'électricité, c'est parce que l'État n'a pas pris ses responsabilités à main. Or, il y a un problème sur la sous-exploitation des capacités déjà installées. C'est-à-dire, même dans les localités où un poteau est quand même passé, dès qu'il y a eu défaillance, l'État a abandonné. Et on ne peut pas aller servir dans le vide. Je vais vous prendre le cas d'Acom 2. Le courant arrive à Cameroun en 1996. 3 ans, 4 ans après, c'est parti jusqu'aujourd'hui. Le poteau là existe jusqu'aujourd'hui. L'État n'a plus jamais pensé à reconnecter la localité de la Communauté dans le réseau d'électricité. Les poteaux là sont vieux depuis de 20 ans. Je vous ai convoqué le problème des parcs solaires ici et là. Alors que l'État, les capacités déjà installées, l'État ne fournit pas suffisamment d'efforts pour que ces capacités-là tournent à plein régime. D'accord. Là, notre problème, c'est la sous-exploitation du potentiel qui existe. D'accord. Nous avons tous nos départements, pour sortir, tous nos départements portent le nom d'un cours de. Oui, on le sait tous. Voilà. Ça veut dire qu'au niveau régional, lui qui est conseiller régional, M. Bikoro, il doit savoir qu'au niveau régional, les points de discipline au niveau régional. Ça veut dire qu'à partir de chaque région, l'État peut régler ça à partir de chaque région. Décentralisation effective, pas théorique. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes face à un État qui en fait est loin
d'être, bon, quand je dis État, nous sommes face à un ordre politique qui est loin de fixer ses responsabilités et qui abandonne ses charges. Et pour aller dire que c'est Néo, c'est la France qui n'a pas voulu elle nous empêche pas de construire des barrages, par exemple. D'accord. Simon Billa, c'est compliqué, hein, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, ça concerne tout le monde. Le problème actuel au Cameroun, c'est la gestion. Oui. C'est la gestion. La gestion. On ne veut pas responsabiliser les Camerounais. Et puis, quand vous regardez la gestion, l'homme qui est malin choisit là où il profite. Et Néo, c'est que c'est là où il touche l'argent. À mon avis, l'État a commencé de vouloir résoudre le problème avec les barrages qui existent. Il faut maintenant, tout simplement, que l'État reprenne en main la gestion. Et nous, là que vous attendez, c'est eux qui manipulent des centaines de milliards. L'État investit, une société privée vous gère. Qui les a amenés? Alors c'est là le problème. C'est les mêmes. Il y a KPC, c'est les mêmes qui ont jugé, qui peuvent. Je suis avec Simon Billa. Et écoutez bien. Écoutez bien religieusement. Quand vous allez souffrir aussi de l'écouter. Certains langages politiques parlaient de système néocolonial. Le néocolonialisme, ça veut dire que vous êtes un État. Vous ne devez pas voir l'argent. Quelqu'un d'autre. Là où l'argent doit entrer, c'est une société privée que la pression politique fait que les néo que vous entendez là, c'est la haute politique qui nous gère. Et l'État paye les factures à cette société privée. C'est là où il y a la situation catastrophique. Le jeu de l'État actuel, c'est le système néocolonial où le colon est omniprésent et nous fait marcher à la baguette. Maintenant, j'ai une question. Moi, je suis avec vous. J'ai juste une question. Et c'est le colon qui nous empêche de finir nos chantiers de barrages que nous avons entamés depuis plusieurs années. Je veux comprendre. Je vais vous dire quelque chose, vous allez rire. J'ai envie de rire. Hein. Ces barrages qu'on construit, est-ce que c'est nous, Camerounais? Ce sont les sociétés extérieures qui nous construisent les barrages. Et ces sociétés nous font un chantage tel qu'il a décrit. On a prévu 100 milliards ici. Un an après, il dit que sinon c'est 200 milliards. Alors, cette gestion où les relations que nous avons font que vous parlez de l'indépendance, vous êtes à la bouche de quelqu'un. Il y a aussi ce qu'on appelle le projet, le rêve, le projet de société. Quand vous avez un projet de société où vous ne voulez pas reprendre votre État sous votre contrôle, vous préparez les sociétés privées, des amis, des sociétés privées qui nous gèrent. Finalement, il faut voir la dette que l'État doit payer à plusieurs centaines de milliards. Et la gestion proprement dite, là où l'argent entre, c'est une société privée que l'autre nous fait pression pour accepter. Tout passe par le jeu où vous ne voulez pas devenir un pays indépendant. Un pays indépendant prend les responsabilités que mon pays doit avoir la lumière. Priorité des priorités, est-ce que chaque village a la lumière? On s'en fout. Alors la solution, c'est laquelle? Il y a le projet. Mais personne ne s'occupe de ça. Il n'y a que les batteries qui manquent. Le responsable ne devait pas dormir parce qu'il n'y a pas de batterie. On s'en fout. Le problème néocolonial, que ceux qui ne comprennent pas essayent d'écouter, nous voulons qu'on responsabilise les Camerounais. Et Néo doit devenir Camerounais. Kamwater Camerounais. Si longtemps qu'on se laisse gérer, qu'on se laisse gérer, parce que nous on a combattu que les colons doivent nous laisser devenir indépendants, on n'arrive pas encore à décoller. C'est pourquoi je vous préviens. Quand vous entendez les problèmes qui sont dans d'autres États voisins,
c'est parce qu'il veut décoller. Il veut se responsabiliser. Et qu'est-ce que nous on attend? Et là, c'est ça le problème. Rien ne marche. La population. Les dettes ne vont que ça se marche ailleurs parce que la population tu as un beau chapeau, mais laisse-moi parler. Alors, je voulais dire que quand on discute du présent de l'avenir de notre pays, nous ne sommes pas en train d'accuser quelqu'un. Mais nous pensons que nous ne sommes pas en train de vouloir nous gérer nous-mêmes. Donc il y a un manque de volonté personnelle à notre niveau d'abord. Il n'y a même pas. On n'a pas encore rêvé que quand vous voulez, voyez le budget de l'État. Il faut se demander que peuvent faire les Camerounais, à quel pourcentage. Si vous voyez à ce pourcentage que les Camerounais commencent à gérer 50% de votre budget, alors l'État peut s'élever. Et quand les sociétés clés, sociétés de souveraineté, ne sont pas entre les mains des étrangers, ce pays peut décoller. Mais si longtemps qu'on s'en fout, on dit que non, et qu'on tout va bien, on fait des discours, on endort les gens et tout, dans la pratique, il n'y a rien. Rien du tout. Dernièrement, on avait parlé qu'un ministre a fait un rapport. Le chef d'État a dit qu'on a réalisé 700 km. On a parlé d'ici. De route. Si c'est faisable, ça veut dire que le Cameroun peut résoudre ses problèmes de route. Mais en réalité, c'est faux. Absolument. On a même dit qu'il y a eu 12 000 emplois créés pour 44 000 postes. Donc, le calcul a effrayé tout le monde. Je pense que nous avons un déficit nous-mêmes, Camerounais, on ne veut pas. Nous ne voulons pas devenir un État indépendant. Je sais pourquoi je le dis. On préfère que les autres doivent mourir pour l'indépendance. Les autres qui sont des rebelles, les autres qui sont ceci. Mais en réalité, on ne revendique rien d'autre que nous responsabiliser pour construire notre pays. Vous voyez maintenant, si vous n'avez pas encore fait une révolution pour orienter l'enseignement. L'enseignement au Cameroun était orienté pour les lettres de Madame de Sévigné, La Fontaine et tout. Tout ce qu'il y a de technique, on a oublié. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit que non. Il faut que le Camerounais réalise ceci. AFNOR, ça veut dire l'Association française des normes. Il faut faire, cette société doit s'asseoir. Ça sera AFCAM. Là, ça veut dire que si vous voulez fabriquer un parpaing au Cameroun, si vous voulez vendre les arachides au Cameroun, qu'on connaisse les prix, ça veut dire que l'État doit nous dire, est-ce que l'État a accepté que tu vendes l'arachide? Mais tout est comme ça, laissez aller, chacun fait comme il le veut, on augmente à gauche. La cour du roi pète tout. Alors à partir de ce moment, moi je ne peux plus accuser quelqu'un, j'accuse que le Cameroun ne veut pas être un pays indépendant, chacun profite vite. Là il est assis. Sinon pourquoi il y a tant de ces grands responsables dans les prisons? Je défends le chef de l'État en disant, il a donné des instructions. Prenons le cas de journalistes qu'on a tués. Martinez Zogo. Il donne des instructions, on ne veut pas faire. On a changé une fois le président, 2 fois le président, 3, n'est-ce pas? Rien ne sort. Les Camerounais ont un blocage quelque part. Ben, il faut le nationalisme vous pousse à vous dire que je dois. Mais vous ne bougez pas. Mais s'il y a pas un nationalisme dans votre conception de vie, dans votre orientation, dans vos projets, vous laissez comme ça. Vous vous rendez compte que à l'heure actuelle, une société qui vient de l'étranger vient s'installer, l'État lui fait des faveurs quand elle ne peut pas payer les impôts pendant les 5 premières années, par exemple. Mais l'État fixe les salaires, l'employeur fixe les salaires qu'il va vouloir payer comme il veut. Le barème de salaire, on a déchiré. Tout ce qui a des orientations qu'un État se construit, les Camerounais sont ensemble pour bâtir. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il y a un ministre de... Oui. Je voulais... c'est vrai que le père Simon Mila défend le chef de l'État, mais moi j'ai encore envie de l'accuser parce que justement c'est lui qui appelle ces Camerounais-là qui travaillent, qui les appelle à travailler. Moi j'ai bien envie de penser que la plupart des sociétés camerounaises, soit dites de souveraineté, sont contrôlées même par les Camerounais.
Ça, vous avez l'impression que c'est une mafia sicilienne, une mafia justement que je voulais utiliser et que j'aurais souhaité que le PS Mobile utilise. Il s'agit de la mafia. C'est la mafia qui gouverne au Cameroun. Où on a des sociétés écrans qui sont présentées comme étant des sociétés étrangères, mais en fait qui sont gérées par des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et ils le savent. Ceux qui concluent des deals savent exactement ce qui se passe. Et Néo aujourd'hui, c'est une société de retraités anglais. C'est comme ça qu'on présente ça. Ça veut dire que même notre société, même notre mutuelle de personnel des impôts ici, pouvait racheter Néo. On n'a qu'à voir avec la CNPS. La CNPS a restructuré l'immeuble ministériel numéro 1. C'est avec l'argent des Camerounais. Et la CNPS, c'est l'une des sociétés, publiques les plus liquides qui soient. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à la CNPS de racheter Néo? Tout simplement parce que derrière, il y a des Camerounais qui tirent des subsides. Je vois que vous dites la même chose. Quand vous dites la même chose, il dit que les Camerounais manquent de nationalisme. Sauf qu'il dit, ce sont eux-mêmes qui dit le Cameroun. Non, il a dit parce que il dit les Camerounais. D'accord, sur ce point-là, d'accord. Il dit que les Camerounais manquent de nationalisme. Ils ne veulent pas. Les Camerounais refusent de se libérer. Et puis, même si les Camerounais refusent, c'est parce que... Oui, c'est parce que les autres avancent parce que le peuple dit à un moment donné non. On n'a pas de peuple chez nous, on a plutôt un peuple taillonné. On a plutôt le Camerounais n'est pas encore. Les Camerounais ne sont pas encore un peuple. Les Camerounais, je l'ai souvent dit sur ce plateau, les Camerounais un ensemble de peuplades, de populations. C'est d'ailleurs comme ça. Je vais vous laisser entrer dans le jeu. Ce qu'il veut dire, c'est que tout est mis en place pour qu'on reste une population. Oui, tout est mis en place pour qu'on reste une population. Les gens sont une population, mais qu'est-ce qui est fait pour inculquer la citoyenneté dans la population? Ceux qui nous dirigent font exprès. Justement, qu'on Non, je suis désolé, mais les camarades de M. Bikoro, c'est eux qui font tout pour que les Camerounais restent des populations, des indigènes, des gens qui ne s'intéressent pas à la gestion de la chose publique. Ils font ça exprès, parce que ça leur permet de piller, de voler et de faire tout ce qu'ils veulent sans que personne n'ait à lever la tête. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une église où dès qu'il y a un fidèle qui commence à questionner le prêtre, chef de la paroisse sur sa gestion, directement, le prêtre l'excommunie de sa paroisse. C'est exactement la même chose qui se fait. Aujourd'hui, quand on vient sur les plateaux de télé dénoncer un certain nombre de faits, on a l'impression qu'on s'attaque personnellement à quelqu'un, parce que je n'arrive pas à comprendre, le presse Mobile a évoqué tout à l'heure, qu'une société chinoise vienne par exemple s'installer au Cameroun et conclure un accord pour faire un certain nombre d'investissements. Mais le code du travail, le travail est régi par un code du travail. Je parle parce qu'il a été ministre du travail. Mais comment est-ce que, lorsque ces ouvriers, ces travailleurs qui ont été embauchés par la société chinoise ne sont pas payés normalement et conformément au code du travail, ça n'intéresse pas le ministre du Travail. J'ai bien envie de lui poser la question, lui qui a été ministre du Travail, s'il a connu ça et comment est-ce qu'il a géré ça. D'accord. Pourquoi est-ce que le ministre actuel ne s'en est même pas, ne s'intéresse même pas à ça? On a l'impression que les Camerounais sont abandonnés à le ministre actuel. Voilà. Attendez. Je voulais vraiment réagir. Je refuse d'aller prendre deux minutes. Oui. Et puis on sort. Oui, on se fait. Prenez deux. Je suis souvent un peu surpris par le niveau de langage et de langue quand on fait un débat. J'espère que vous savez que c'est 2 minutes. Oui, moi, je n'ai pas de problème. D'accord. C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'être dans un parti politique vous donne la science infuse ou vous l'enlève? Ça me gêne souvent, ce type de débat. C'est-à-dire que vous êtes constitué, vous avez fait un certain nombre d'acquisitions de savoir, mais on vous dit que vous êtes du RDPC. Donc vous ne pouvez pas dire quelque chose de conscient. Voilà le débat camerounais. Non, je pense. Je parle de moi. Je vous dis, ça c'est le débat camerounais. Et ça fausse tout. Ça n'arrive pas à construire la masse critique. La masse critique, c'est que lorsque des pensants sont sur un plateau, et que des évidences sur lesquelles on ne discute pas sont placées, on analyse les évidences. Oui. Dès que vous sortez de là,
pour des histoires de partis politiques, il y a un problème. Moi, je vous ai dit, en ce qui me concerne, le Cameroun a 70 ans d'indépendance. Avant l'indépendance, il a eu une existence. Je ne peux pas, en 2024, faire un débat sur le Cameroun sans interroger le rétroviseur. Nous sommes constants. Le système jacobin, il existe. Nous sommes en concubinage incestueux avec des gens qui savent que si on se libère de 2 ou 3 secteurs, ça créerait un problème en ce qui les concerne. Il est donc question que lorsqu'on pose ces problématiques, que la population dont on appelle à ce qu'elle nous apporte le soutien comprenne mieux les jeux et les enjeux. Si on reste dans des débats dont la population a déjà rejeté, les débats politiques, la population les a jetés en brousse, parce que ça ne leur permet pas d'avancer. Vous avez parlé de la centrale solaire, c'est comme ça qu'on appelle ça. On la donne à une localité. Pour qu'elle arrive à cette localité, il y a des études qui sont faites sur la population, ce que ça peut produire comme activité économique et autres. Et que vous me disiez que des gens qui en sont bénéficiaires, vous avez appelé ça comment? Les batteries. Pour une batterie. Dans un État dont ils connaissent comment l'État fonctionne, parce qu'on se bat pour qu'on décentralise, le petit frère l'a dit tout à l'heure, et que les gens qui savent qu'on se bat pour que l'État central libère. Vous avez déjà la chance, sur les 18 000 localités, vous êtes dans 5 000 localités, vous avez la chance d'avoir une centrale solaire. Vous faites le chemin retour de tout le Cameroun. Le Cameroun veut que ça soit décentralisé. Vous dites que vous revenez sur Yaoundé pour venir leur demander de vous acheter quelque chose qui permet que on déclare le couscous au village, qu'on fasse ceci. Moi, ça me gêne. Parce que ça n'est pas à décentraliser. Justement, moi, je leur dis donc, quand vous avez déjà la chance, comme je le vois à Douala, où les gens braisent le poisson sur le goudron, alors qu'on sait très bien la difficulté qu'il y a à avoir un kilomètre de goudron, et quand il arrive même le nombre de milliards que l'on allie sur le goudron, et que vous braisiez le poisson, ça a besoin de vous aider. Il y a un réel problème. Nous devons donc travailler sur les masses critiques. Elles parlent de moyens de tension, c'est-à-dire les fonctionnaires et tout ça là, les opérateurs économiques. Moi, je suis allé dans un pays, je termine par là, c'est ma dernière phrase. Oui. Je suis allé au Maroc, sur 100 centrales solaires mises à la disposition des populations, 48 étaient des opérateurs économiques locaux. D'accord, c'est important. Je voudrais, j'ai 2 éléments. Le premier élément, je vais directement sur ça me rappelle. Avant de revenir sur la citoyenneté et le nationalisme, je voudrais dire, monsieur François Bikoro, cher conseiller régional, que l'État ne va pas abandonner ses responsabilités et pour dire que les populations doivent s'en occuper. Non. Ça, il faut sortir de cela. L'État ne doit pas abandonner. L'État a des devoirs régaliens. Mettre à la disposition des populations, mettre à la disposition du peuple les services sociaux de base. C'est-à-dire, on a dit plaques solaires pour les localités. Des plaques solaires pour les localités, l'État doit s'en occuper. Il a implémenté. Il doit garantir la maintenance pour que la production soit permanente et qu'elle soit là. N'allez pas demander aux populations d'accord pour acheter 100 batteries. L'ampoule dans ta maison, on ne peut pas faire cette blague. Qui achète l'ampoule dans ta maison? On assume ses responsabilités. Où l'État existe ou n'existe pas. C'est sur ce point. Revenons sur le nationalisme. Nous pouvons bien comprendre que le nationalisme a été taillé, rabouté, j'ai envie de dire tué dans les années 50. On comprend ça. Pas dans les années 50. Ça, on comprend cela que l'ordre colonial ou tutélaire a fait les efforts pour que le nationalisme, le niveau d'intégration patriotique soit complètement rabouté. On a vu les luttes nationalistes indépendantistes. On sait aussi que les relayeurs, celui qui est venu en 58 et ceux qui est venu en 82, ce sont leurs relayeurs, c'est leur fabrication authentique. On sait qu'ils ont mis en place des systèmes qui continuent à tuer ce nationalisme, à déshabiller le peuple camerounais de la toge de la citoyenneté, la toge de citoyenneté. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après 40 ans, que le peuple camerounais soit capable d'être sensible aux questions d'intérêt général. Et qu'il se déclare être peuplade en lieu et place de citoyens. On comprend donc que l'ordre politique qui est aux affaires prend des dispositions
pour que nous ne soyons pas des citoyens. Exactement. Et c'est pour cela que la conscience pensante alternative, c'est à laquelle nous autres nous appartenons. Et il faut dire que... qui n'est pas né en 58. Et qui n'est pas né en 58. Vous êtes né en 88. Qui n'est pas né en 58, bien sûr. Mais qui a quand même un courage pour que, non, je voudrais dire à nos concitoyens de savoir qu'ils sont des citoyens. Il y a eu beaucoup d'efforts pour que nous soyons des citoyens en 57. Parce que en 57 que nous devenons citoyens. Donc on ne peut pas abandonner cela. Il faut comprendre que aujourd'hui, si nous soupçonnons que c'est peut-être le complotisme international, c'est la main tutélaire ou la main coloniale qui pèse sur notre développement ou notre gouvernance, nous devons prendre nos responsabilités, même si nous pensons que ceux qui dirigent sont des complices. Parce que moi, je l'ai toujours dit, et je dis à haute voix que l'ordre de 82 n'est qu'un relayeur de la volonté de la France tutélaire, de la volonté de la Grande-Bretagne tutélaire. Et que cet ordre-là a tout fait et fait pour continuer à assumer le service après-vente de la France. Et c'est la répression. Ouais. C'est la répression qui fait en sorte que les Camerounais ne soient pas aussi courageux comme M. Bikoro, comme M. Willy Megaja me demande quartier, tu manges souvent quelle écorce? Je ne mange aucune écorce. Je suis conscient du fait que nous sommes des citoyens. Il nous revient d'exercer une certaine pression et la pression citoyenne pour que ceux qui nous dirigent prennent leurs responsabilités. Et comme ils sont ceux qu'ils sont, nous, on doit continuer à exercer la pression nécessaire. On doit regarder qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, nous sommes en train de parachever l'indépendance, il faut parachever le chantier d'indépendance. Bon, je sais mon ami Bokoro, je vais vous dire que le projet de société d'un parti politique, quand son projet n'est pas appliqué, on doit vous accuser. C'est clair. Parce que vous avez gagné les élections sur un projet de société. Je parle de mon parti qui avait 3 points. La réunification, l'indépendance et l'élévation du standard de vie. C'est là où on devrait maintenant, comme priorité des priorités, comment vivent les Camerounais. Ce que vous avez dit, vous avez très bien défini. Vous savez que le système colonial nous tient par la queue. D'abord, on dit que nous sommes des francophones. Jusqu'à faire une guerre pour ça. Et regardez maintenant, non, il y en a des exemples. C'est incroyable. Bongo a travaillé toute sa vie, il a investi en France. Aujourd'hui, on a pris tout ce qu'il a fait. Plus de 50 immeubles. On a tout repris. Quand vous quittez votre pays pour aller investir ailleurs, vous perdez tout ce que vous avez. Alors, vous avez bien défini le système colonial continue. Les lois coloniales sont là. L'attitude des gens, des conseillers techniques qui étaient censés orienter le nouveau régime à donner certaines habitudes dans l'escroquerie, dans le vol, comment détourner. Nous avons des problèmes. Nous n'avons pas eu de conseillers techniques anglais. Ils ont une autre mentalité. Donc le problème aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous sommes dans un système qu'on appelle le néocolonialisme, qui est pire que le colonialisme, parce qu'on finira par s'entretuer nous-mêmes. Cette façon de faire pression sur la population pour que les populations sont toujours en train de ne pas savoir si on va me tuer cette nuit ou bien le lendemain. Là c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Rien ne marche. Tout ce qui devait marcher, c'est entre les mains des étrangers. Et les 3 pays frères qui réagissent, au lieu que peut-être les autres disent que, comme s'ils sont maintenant bloqués, on fait 100 camions tous les mois, on leur apporte à manger, on peut le faire. On ne fait rien. Voilà maintenant, pas on voulait avoir les élections au Sénégal. Et il y a un brigand qui ne veut pas qu'on applique. Quand il y aura un coup d'État, on va dire qu'on condamne. Non, écoutez, pour le Cameroun, il faut qu'après qu'on se regarde dans les yeux. Première, j'ai cité que je défends le chef de l'État. Il donne des instructions. Il oriente une politique, on casse tout. J'ai donné un exemple, il veut qu'on juge quelque chose. Ça ne marchait pas. Donc les Camerounais sont responsables de ce que nous sommes aujourd'hui.
Alors, notre projet de société, c'est quoi? à nous d'inverser la tendance. Notre projet de société, c'est quoi? On s'est entendu tous à la fin. Je crois qu'à la fin, donc, à mon avis, qu'on cesse de s'accuser les uns les autres, qu'on essaie de voir comment vivre ensemble, comment construire ce pays, comment responsabiliser les Camerounais. Si on ne voulait pas le faire jusqu'aujourd'hui, il faut rêver qu'aucun État ne peut se construire tel que sont les étrangers qui viennent tout diriger. D'accord. Maintenant, il faudra donc savoir qui mettre où et comment. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci bien sûr à l'équipe technique qui était encore mobilisée pour la réussite de cette émission. Merci à Guy Fernand, merci à Ben Valls et merci à Bébé qui ont assuré la partie technique de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h pour la 3e livraison de la semaine. Je vous laisse en compagnie de George Kenji pour le journal en langue de Shakespeare. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci.